Mais lui, c'est agent secret. Hein. Encore un petit peu, j'en avais moins. C'est quelle couleur? On attaque? On en attaque. Allez. Alors, la réunion est divisée aujourd'hui en deux grandes parties. Première partie, 1 heure, jardinage jusqu'à 11 heures. Et la deuxième partie, mais je trouve que ça fait partie du jardinage aussi, enfin, des connaissances. On va avoir quelqu'un qui va venir à 11 heures et qui va nous parler des huiles essentielles. Je pense que c'est intéressant. Ça prend beaucoup d'ampleur et c'est vrai que c'est... On redécouvre ça et c'est vraiment intéressant, je trouve. Et donc, je trouve que ça fait partie du groupe de jardinage de connaître... voilà. Donc, à 11 heures, il y a quelqu'un qui va venir. Alors, il faudra faire de la place. Parce que c'est quelqu'un qui est handicapé avec sa charrette, mais juste bouger pour qu'elle vienne ici, hein, pas de problème. Hein, ouais, voilà. Sinon, bah, si vous ne voulez pas, on fera de force, hein, mais... non, non. Donc, elle va parler à 11 heures jusqu'à midi, mais elle va rester encore à midi si jamais, parce qu'une heure, c'est pas beaucoup, elle va expliquer. Celui qui a encore des questions, enfin, de toute façon, on peut poser. Après-midi, après 12 heures, elle va rester. Alors aussi, à midi, on peut prendre des semences, ou bien aller visiter le jardin, celui qui veut. Voilà. Jusqu'à quelle heure? Si possible, jusqu'à 1 heure. Si possible, ouais. Pas plus tard, hein, parce qu'après... Pas plus tard. Et la semaine prochaine, pas plus tard qu'1 heure moins le quart. Et on fait ça, c'est... Parce que je suis invité, on est invité à aller bouffer quelque part au restaurant. On va pas rater, donc, voilà, le fixe là. Hein? On bouffe pas, on mange. Moi je bouffe. Voilà, la bouffe, le mot est beaucoup plus joli que manger. Là, la bouffe, allez, écoute, ça. Pantagruel. Vous connaissez pas Pantagruel? C'est la bouffe, hein, c'est quand même. Ouais. Et de temps en temps, je mange autre chose que des frites, hein. De temps en temps, hein. Bon, allez, soyons très sérieux, hein, comme on l'est toujours d'ailleurs. Hein. Alors, les informations. Réunion jardin ornemental, parce que celui qui fait la réunion, il n'est pas là aujourd'hui, il y a une réunion de famille. Alors, réunion jardin ornemental. Deuxième, chez chaque, ils ont changé la date. Enfin, ils n'ont pas changé, maintenant ils ont remis par rapport aux autres années. Tous les deuxièmes vendredis du mois, à 18h. Donc ici dans la salle, réunion, tout ce qui touche au jardin ornemental, la fleur et tout, je sais pas. Voilà. Deuxième vendredi. C'est toujours deuxième vendredi du mois. Ouais, voilà, à 18h. La prochaine date, c'est 14 octobre. le 14 octobre. C'est ça? Il est marqué là? Ouais, 14 octobre. Donc 18h, de 18h à 19h30, ici dans la salle. L'inventaire de semences. Donc j'ai déjà fait appel pour l'inventaire de semences. Il y a des gens qui viennent et ça avance très bien, mais il y a encore du travail. Donc tous ceux qui veulent, la semaine prochaine, sauf le week-end, donc du lundi au vendredi, pour finir l'inventaire. Donc ça marche comme ça, donc tout est renouvelé, enfin tout n'est pas renouvelé, presque tout est renouvelé, parce que les boîtes sont vides, c'est incroyable, et donc on fait l'inventaire, savoir ce qui reste encore, pour moi commander, donc tous les ans on commande, et puis fin février, tout est là, normalement, presque quasiment tout est là, donc tout est rempli de nouveau, donc c'est travail une fois par an, hein, donc c'est comme ça que ça marche. Donc, quoi. Et donc je dois avoir l'inventaire, moi, pour savoir qu'est-ce que je dois commander. Cette année, ça a battu tous les records. J'ai déjà commencé à faire tous les boîtes sont vides. Donc, il faudra, si on veut continuer ce système, il faudra pas mal de bénévoles qui viennent aider. Du coup, pour faire les sachets. À mettre les graines, faire des sachets, à mettre les graines en sachets. Mais ça a été bien. Là. On a eu beaucoup de monde l'année passée, ça a été, mais je veux dire, ça, c'est vraiment fort remonté. On a dépassé les 3000 membres. Enfin, non, les 3000 cartes. Donc, ça veut dire beaucoup plus que ça, parce que quelquefois, il y a une carte par couple, par groupe, et donc ça devient, mais bon, s'il y a les bénévoles qui suivent en fonction de ça, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas, ça cale. Hein, on a un système, donc c'est le principe des achats groupés, on achète dans le monde entier, en groupe, puis il faut mettre tout ça en sachet, il faut faire les sachets et mettre tout ça en sachet, et ce qui fait qu'on peut avoir autant de variétés, hein, et à bon prix, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret, mais donc le secret, c'est les bénévoles, c'est les gens qui viennent aider, qui font, voilà. Mais ça, je pense que bénévole, c'est plus ça, c'est dans un esprit de solidarité aussi, parce que quand on vient travailler ensemble, on se connaît, on se crée des amis et tout, et donc c'est gai, hein, c'est pas celui qui vient par devoir, il doit pas, il vaut mieux pas venir, parce que nous, on ne fait pas de certificat pour avoir des années de purgatoire au moins, hein, pour celui qui vient aider, hein, donc c'est tout à fait solidarité, hein,
Il faut les croire, hein, parce qu'avant, dans l'Église catholique, on vendait des bons de, comment ça s'appelait, je ne sais plus, là, pour avoir moins de purgatoire, il fallait payer pour, je ne sais plus comment ils appelaient ça, là. Qu'est-ce qu'il peut renseigner pour savoir comment faire les sachets? Ah, ma femme, là, elle a préparé même. Un truc pour montrer comment, avec du papier, comment on fait les sachets. Ouais. Voilà. Donc, s'il y a encore des volontaires, ils sont les bienvenus pour faire l'inventaire la semaine prochaine. Commande de fruitier, là, c'est fini. Hein, donc, la commande, on ne peut plus le faire. Celui qui fait pour nous, les pépiniéristes qui font pour nous le tour, ils ont besoin de savoir la commande 6 semaines à l'avance. Et c'est un très bon signe, parce qu'il y a une demande formidable. De nouveau, aussi bien aux semences, jardinerie que, je sais pas, les jardineries, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça pousse comme des champignons partout. Hein. Le chiffre d'affaires, c'est par dizaines de milliards. Maintenant, à nouveau, les gens, ça va, ça c'est bon signe. Mais ce qui veut dire que, pour retenir les arbres, il faut s'y prendre tôt, parce qu'il y a des temps, on a déjà été vu les dernières années, c'est épuisé, quoi. Donc, il faut 6 semaines, donc ça c'est trop tard. Voilà. Mais ce qu'on demande, c'est, on serait content d'avoir des aides pour, il y a 260 commandes, je pense, de gens d'Afrique. C'est avoir des bénévoles, des gens qui viennent aider. Là. Donc c'est ouvert à partir, donc les camions, les deux, il y a 2 gros camions, donc on décharge tout dans la rue, là. Ils viennent à 8h, à partir de 8h. Donc à 8h, ils sont là. Donc à partir de 8h, celui qui veut donner un coup de main, à partir de 8h, on vient quand on veut. Et maintenant, on a trouvé un système, il faut que tout il soit prêt, par ordre alphabétique, les arbres, et puis on fait les commandes des gens, tout, et puis on distribue que quand tout est fini. Parce que sinon, c'est impossible. Sinon, on n'en sort pas, il y a trop. Donc, si on veut continuer à faire ce service-là, il faut être comme ça, mais il faut aussi des bénévoles. Mais ça va bien. L'année passée aussi, il y a tout plein de monde et tout, donc ça va bien. Mais... Donc même celui qui n'a pas fait de commande peut venir donner un coup de main, aider, et bon, ben, voilà. Quel jour? Ça, c'est le samedi 5 novembre, pour les arbres fruitiers, hein. Absolument. Hein. Et les gens qui ont commandé viennent chercher à partir de quelle heure? De 13h, on a mis 13h, ouais. Ben, quand tous les commandes sont finies, que c'est prêt, ceux qui sont venus aider peuvent déjà prendre leur commande, ceux qui n'ont pas aidé à partir de 13h. Ouais. Il faut laisser quand même le temps, ceux qui sont venus aider, de manger. Hein, on prévoit de la soupe et des bazars ici pour tout le monde, voilà, c'est ça. Bouffer. Voilà. Alors, les fournitures, il y a encore temps, hein. Les feuilles sont là-bas, donc on peut commander. Fournitures, ça veut dire algues marines, terreau, engrais, tourbe, tout ça. Donc c'est dimanche prochain, dernier délai, pour venir, ouais, voilà, c'est ça. Et il faut passer ici avant? Oui. D'accord, on passe ici avant. Oui, alors je donne la feuille avec le cachet que... Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Oui, pour contrôler, pour le savoir, et puis pour savoir si quelque chose manque quelquefois ou de... Oui, c'est ça. Et on récupère les fournitures, donc À s'attaquer. Oui, à Saint-Aquel, oui, ça. Ah ben, on ne l'a pas encore demandé, mais généralement, il n'y a pas de problème. Ouais, à une ferme, il y a à 1 kilomètre d'ici, ouais, c'est pas loin, mais... Les algues marines, on les récupère en même temps que les arbres fruitiers? Ah non. Ah non, c'est... Non. Ah non, c'est pas possible, non. Ah non, et ça doit partir de là. Ah ouais, de Saint-Aquel, là, on les dépose dans une ferme. Enfin, c'est pas une ferme, c'est... un centre. un genre foyer Abbé Pierre, là, comme ça. Mais c'est là. Mais si ça reste là, comment je vais dire, quelques jours, c'est plus la peine d'aller les chercher, il n'y a plus. Hein. On a déjà été farcés. Ah oui, on l'a laissé là quelques jours. Ah ben non, ils ont tout vendu pour aller boire. On sait parce qu'ils se vantaient dans les cafés d'avoir vendu le terreau et tout qui restait. Et puis, voilà, là, donc il faut venir chercher. Et, et nous, on ne sait pas, vous avez vu comme on le sait ici, c'est pas entreposé. Hein, vous voyez. Les engrais, ils se récupèrent le 15 octobre. Non, c'est une commande. Non, c'est les... Non. Récupération des engrais le 15 octobre, de 9h à midi, à Saint-Aquel, j'ai marqué. Ah non. Ah si, j'ai ça. Ah non, le commande au plus tard pour le 15 octobre. Attends. Ah non, c'est peut-être... Non, je sais plus. Le 9 octobre. Attendez. J'ai marqué... Samedi 15 octobre au plus tard... Ah non. Pour venir chercher, 15 octobre, la commande au plus tard le 9 octobre.
De Ouais, c'est 9h ça. à midi. Donc c'est le 15 octobre de 9h à midi, c'est ça, pour l'initiation. Voilà. À quelle heure? Alors, 9h à midi. ouais. Alors j'ai oublié de dire pour les fraisiers. Donc il y avait plus moyen d'avoir des fraisiers nulle part. Ah bah, il y en aura parce et que tout j'ai ça. fait une trentaine de plans, moi. Mais nous, on les a. Maintenant, on a trouvé un fournisseur, ouais, on les a, mais c'est le double du prix. Et c'est déjà bon marché. Donc, c'est trois fraisiers pour 2 euros. Avec, il y a 5 ou 6. Donc, c'est garanti, là, ceux qu'on a mis, les variétés qui sont sur le catalogue, on sait les avoir, ils sont engodés. C'est des très beaux plants qui viennent de professionnels. Mais, donc, il n'y avait pas moyen. Et c'est encore un bon marché, parce que dans les jardineries, ça va d'1 euro à 1,5 euro pièce. Hein, donc, c'est déjà. Donc, ici, donc celui qui les a commandés peut les avoir en mettant le double du prix, ou bien alors, il n'y a pas besoin, il dénie, et puis ça reste là. Mais il y en aura en plus, parce que j'ai dû commander par bac de 100 pour avoir un prix encore raisonnable, sinon c'était encore plus cher. Donc, il y en aura. Donc, celui qui ne veut pas, qui trouve que c'est trop cher, mais je pense que ce n'est pas trop cher, et du moment qu'on a 3 plans au coup, on sait après. Voilà. Donc on est content qu'on a trouvé un fournisseur parce que c'était. Ouais. Tous les ans, on était embêtés avec ça. Voilà. C'est un peu cher, mais il y a beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Pour les fraisiers, il faut les mettre dans les pots, il faut courir. Donc c'est ça que ça coûte cher, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Ça, je suppose. Hein. Voilà. Alors, soirée festive. Donc on arrive là dans les choses très très sérieuses. Samedi 22 octobre. Hein, régulièrement, on fait des soirées festives ici. La prochaine, c'est le 22 octobre à 19h. Soirée festive, c'est un orchestre des amateurs, bien sûr, hein, qui viennent, 5 musiciens, genre musette, mais je veux dire, c'est plus que musette. Je dis musette, genre musette, parce qu'il y a un accordéon, il y a. Enfin, voilà. Quand il y a un accordéon dans le truc, on appelle ça un genre musette. Mais ils font genre musette, mais ils font tout leurs chansons eux-mêmes, mais ils chantent. Ils ont donné un CD là pour l'écouter. Oui, c'est vraiment original. C'est vraiment un truc. Oui, ils chantent. C'est la tradition de la belle chanson française et tout ça. Mais ils ont dit qu'ils allaient faire chanter les gens et tout. Et donc voilà. Et donc c'est gratis, bien sûr. Hein. Mais il faut s'inscrire. Là, le cahier est sur la table là-bas pour s'inscrire. Donc c'est à 19h. Bon, c'est comme d'habitude. C'est soirée festive avec. Il y a les boissons, il y a les baguettes garnies et tout. Et puis chacun, alors. Donc chacun se sert comme il veut, et puis il y aura cette caisse-là qui sera à disposition des gens, et chacun met dedans ce qu'il veut. Donc c'est selon les revenus, celui qui n'a rien, c'est tout, il peut servir, je veux dire celui qui n'a pas les moyens et tout, et voilà. En espérant que les autres ils mettent un peu plus, celui qui a beaucoup de moyens met un peu plus. Mais jusque maintenant on s'en sort bien, et bon, et on trouve que ça fait partie, la fête fait partie de notre idée de groupe, hein. Il faut fêter ensemble de temps en temps, et le plus souvent possible. D'ailleurs on retrouve comme ça l'esprit Picard. Je ne sais pas s'il y a des Picards parmi vous. Ici, c'est la Picardie. Jusqu'à Arras, c'est la Picardie, et jusqu'à Enghien. Donc, l'esprit Picard, d'avant, c'était l'esprit bien boire, bien manger, bien vivre. Bon, au bout, bien sûr, il y a le... Comment on appelle ça? La maladie des bons vivants. La goutte. Mais ça c'est le risque de... moi, j'ai attrapé la goutte, le docteur a dit, il faut surtout arrêter de boire. Ouais, mais il ne boit pas. Donc, il fait commencer, hein, peut-être que ça va mieux. Bon, il ne faut pas s'en faire avec tout ça. Hein, voilà. Alors, samedi 19 novembre, 17h30, je dis déjà, on va passer un film ici. Donc, c'est une douce révolte. Donc, c'est un film d'1h30 sur la permaculture et société. La démarche citoyenne. Et en somme, un peu, c'est un peu la révolution par les légumes. Pour dire un truc un peu satirique, ça veut dire que les gens maintenant qui plantent des légumes, qui refont du potager, c'est un acte citoyen. Rien que le fait de faire ça, ça va à l'encontre de tout le bazar. Et donc il y aura un film là-dessus, 1h30 là-dessus sur tout ça, et donc avec débat après. Voilà. Donc c'est à 19 novembre à 17h30. Il y a les papiers sur la table là-bas pour ça. Il y a un petit document, parce que c'est dans... Ils font plusieurs... à Moucron, il y a plusieurs films qui vont passer, différents, dans les trucs culturels, quoi. Et nous, on a choisi... Ça ressemblait vraiment à nous, pour nous, la guerre des légumes, je ne sais pas comment ils appelaient ça, un peu la guerre, ouais, voilà. 17h30. 17h30, oui. Jusqu'à 19h avec débat.
Donc il faut prendre la feuille qu'elle est là devant, là-bas, sur la table. Non. C'est juste s'inscrire pour la fête, parce que il faut prévoir de manger, et puis c'est limité. On sait pas mettre... on sait mettre, quand il y a l'orchestre et tout, on sait mettre 70 personnes. Un peu plus en français, 70. Là, c'est déjà... Mais voilà, c'est pas beaucoup plus. Bon, là, j'ai dit tout. Ouais, voilà. Ah ben, on va. Alors, les engrais verts, on va déjà passer, parce que avant, ça va, l'horloge tourne vite. Les engrais verts. Alors, c'est le moment. Ça peut déjà être le moment. Première chose à dire, tout peut servir d'engrais vert. Tout. Parce que jusque maintenant, on avait dit, les engrais verts, on dirait que c'est quelque chose de spécial qu'on met, qu'il y a que ça qui enrichit. Non, tout ce qui pousse, tout ce qui est verdu, tout peut servir d'engrais vert, à condition d'avoir un peu de jugeote et de recycler tout ce qu'on ne mange pas. En somme, laisser sur place. Et même quand on prélève, aménager directement sur place et laisser on cueille une salade, si on voit directement qu'il y a les feuilles, machin, on tire ce qui est mauvais, on laisse sur place, là où ça a poussé. Et tout, c'est comme ça. Donc tout ce qui pousse peut servir d'engrais vert. Alors, donc je dis d'abord ça. En dehors de ça, il y a des engrais verts plus particuliers. Alors quoi? Alors, le meilleur des engrais verts, c'est-à-dire celui qui enrichit le plus et le plus vite une terre, et aussi qui recycle, par exemple, des terres de remblai, ou des terres qui ont été polluées, tout ça, le meilleur, c'est alors il faut mettre des légumes qui pompent, qui prennent et qui transforment le plomb, enfin, toute la pollution et tout ça. Le meilleur, c'est les épinards. À condition, bien sûr, de ne pas les bouffer. Ah non. Si votre terre est polluée et tout, là, mais si elle n'est pas polluée, ça donc l'engrais vert. Donc les épinards. Pourquoi? C'est les épinards qui donnent le plus de feuilles. Donc ça ne craint pas l'hiver. Donc ça ne gêne absolument pas, les épinards. C'est celui qui produit le plus nombre de feuilles, de verdure. Mais pas seulement ça, ça fait une racine formidable dans le sol, et ça fait des mètres et des mètres de profondeur et de largeur avec les racines. Ça fait une grosse racine et beaucoup de radicelles. Et donc, en somme, ça s'appelle le bêchage bio. Il ne faut plus bêcher, il faut plus... Quand on met des épinards, c'est eux qui font le bêchage. C'est-à-dire qu'après la racine, il n'y a pas besoin de la détruire. La racine devient molle, elle se détruit tout seul. Tout ça devient. Mais entre-temps, dans la terre, elle a fait tous ces canaux, elle a mis l'oxygène, elle a fait l'aération de la terre. Donc c'est vraiment quelque chose le plus adapté pour ça. Mais même en terre ordinaire aussi. Bien sûr, quand c'est une bonne terre, il n'y a pas de problème. C'est un bon légume, on peut manger tout l'hiver. Il suffit de prendre alors, toujours, quand on cueille, pour n'importe quelle plante d'ailleurs, toujours préserver le cœur. Quand on appelle à couper ou des légumes vivaces, ou tout ce qui doit rester sur place, qu'on ne tire pas comme ça, il faut toujours prélever le cœur, même pour la salade de blé. Ça vaut la peine, ça prend un peu plus de temps. Donc on tire tous les feuilles du tout, les plus grandes, on laisse le cœur, et alors il n'y a pas de montée en graines, parce qu'il n'y a pas de stress pour la plante, et de nouveau, ça reproduit à une vitesse formidable. Par exemple, les poireaux, ça il faut couper. Les poireaux, ça, on ne sait pas prélever. Mais même la mâche, je veux dire, ça vaut la peine, parce que la mâche, je ne sais pas si vous avez vu, ça a remarqué, 20 € le kilo, la mâche. Et la roquette? C'est plus cher que le bœuf, Et alors, donc au plus la mâche est distante, la mâche peut se repiquer aussi, ça fait comme une petite salade. On a intérêt alors à prélever tous les feuilles du tour, et pendant tout l'hiver et tout jusqu'au printemps, au mois d'avril-mai, au moment où ça va monter en graines, le même plant va donner. Si vous tirez, c'est foutu, c'est fini. Sauf si vous avez semé trop dru, que c'est trop serré, alors vous tirez l'entièreté entre deux, et puis les autres ils vont se développer. Mais après, prenez les feuilles. Et pour tout comme ça. L'épinard, c'est la même chose. Pour éviter que ça monte en graines, que ça continue de faire des feuilles rapides, prenez toujours les feuilles du tour et laissez le cœur, les plus beaux. Ça pourrait être vrai pour une laitue et tout, on n'y pense pas. Vous avez une laitue, au lieu de la tirer, vous prélevez tous les feuilles, vous laissez le cœur, 3 semaines après, 1 mois après, vous avez de nouveau une grosse laitue paumée. Donc sur place. Donc, et elle a fait ses racines et tout, donc c'est pour ça que ça va vite, parce qu'elle est bien enracinée, elle est bien plantée, et alors elle résiste beaucoup mieux au froid, à la sécheresse, à toutes sortes de trucs. Donc, pour beaucoup de choses comme ça, réfléchir sur le même truc. Les choux aussi.
Mais ça, c'est autre chose. Les choux, vous coupez, vous coupez la tête, et puis vous laissez. Et puis il va venir, alors, il va repousser 3, 4, 5 petits choux. Hein. Donc, pour beaucoup de choses, il faut réfléchir maintenant. Oui. Je pouvais entendre que vous disiez que la mâche, ça se repique. Ça se pique. Quand la mâche piquée devient 3 à 4 fois plus grande que la mâche comme ça. Donc ça devient comme une petite laitue. Oui, elle devient plus grande. Et, donc, ça se pique. Oui. Ça peut. Donc on sait, par exemple, que vous avez semé trop de rue, on peut prélever et repiquer après quand vous avez de la place ailleurs. Oui, ça va bien. Alors, donc, meilleur engrais vert, pour moi, hein, c'est les épinaires, je vous ai dit pourquoi. Hein, donc, ça ne gèle pas, ça arrête là, jusqu'au moment où ça monte en graines. Donc, l'épinaire ne supporte pas la chaleur. Au-dessus de 20 degrés, ça monte en graines. Même au-dessus de 20 degrés, c'est très difficile de faire germer. Très difficile. Les graines restent là sans germer. Ils attendent que la température, elle descend. Donc l'idéal, c'est 15 degrés, par exemple. Aussi bien pour germer, je veux dire, pour semis, que pour la culture, c'est 15 degrés. Donc, elle n'a pas peur du froid, elle a peur du chaud. Comme les laitues, d'ailleurs. Au-dessus de 20 degrés, c'est très difficile de faire germer les laitues, ils attendent et tout. Donc, surtout que maintenant, ça y est, on dirait que c'est parti. Ah, c'est en dessous de 20, quoi. T'as la limite, hein? Ouais, Ça va encore remonter. Hein? Ça peut encore remonter. Oh, on n'a plus beaucoup de chance, quand même. Ouais. Non, mais là, maintenant, on ne peut plus attendre, de toute façon. Il faut semer les dernières choses, les trucs qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut le faire, hein, encore dans des bonnes conditions et tout. Et les graines, souvent, ils attendront. Hein. Souvent, ça se passe comme ça. Hein. Il y a des graines, par exemple, qu'on sème au printemps, et s'il fait trop chaud, ils ne poussent pas, et puis tout, ils lèvent en automne. On est surpris alors qu'en automne, il y a des tas de choses. Ouais, les graines, ils sont bizarres comme ça, ils n'écoutent pas à droit et à l'œil comme ça. Non. Sauf les hybrides. Hein. Voilà, les hybrides, ça, c'est des vrais larbins, hein, les hybrides. Hein. Ils obéissent au droit et à l'œil, à tout ce qu'on dit. C'est des larbins. Hein, moi, j'aime pas beaucoup les larbins. Je ne sais pas si vous aimez bien les larbins, mais... Alors, les épinards. Alors, après, la moutarde. Donc, la moutarde a l'avantage de pousser très, très rapidement. Hein, c'est la plante qui pousse 2-3 jours après, c'est déjà là et dans des bonnes conditions. Mais le désavantage, et donc ça fait une grosse masse végétale. Le désavantage, c'est que il ne peut pas faire un hiver trop dur. Parce que, je vais dire, ça résiste jusqu'à -5, ça va. Si c'est plus, bouf, la moutarde, elle est... c'est pas perdu, hein. Elle se couche, elle fait hein, mais elle disparaît. Hein, elle ne résiste pas. Alors que les épinards, eux, ils restent, ils n'ont pas peur de ça. La moutarde d'épinards, c'est bon aussi? Alors, on appelle moutarde d'épinards, donc c'est la famille des moutardes. C'est la moutarde d'épinards qui vient de Chine, du Japon, c'est tout. Celle-là, grand avantage, c'est que ça ne gèle pas. Les moutardes d'épinards, ça. Et c'est un légume formidable. Celui qui ne l'a pas encore essayé, il y a encore temps maintenant, ça ne gèle pas. Il y en a une vingtaine de variétés. Tous les ans, ça augmente. Et ça vaut la peine. Il y en a que c'est des condiments formidables, il y en a que c'est des légumes. Et là, ça ne gèle pas. Donc, c'est la moutarde d'épinard. Mais la moutarde d'épinard, chaque plant, c'est comme une laitue. Hein, ça vient très grand. Hein, très bon, très haut. Et tout. Ça vaut la peine. Hein. Mais c'est plus... Je veux dire qu'il faut considérer plus comme légume que comme engrais vert. Mais ça peut servir d'engrais vert. C'est un peu comme des bêtes? La moutarde d'épinard? Il y en a de toutes sortes. Non. Comme des bêtes. Non, ça ne fait pas des cardes. Non. C'est comme des laitures, des chicorées. Voilà. Ça ressemble le plus à une laitue à couper. Ce à quoi ça ressemble le plus, c'est à des laitues à couper. C'est ça. D'ailleurs, on peut l'utiliser comme laitue à couper, et tout ça, ça repousse, et tout ça, ça vaut la peine. Ça gèle absolument pas, vous avez ça tout l'hiver, jusqu'au printemps, très tard, avant que ça monte en graines. Et après, c'est très facile, parce que quand vous le laissez monter en graines, ça refait des tapis complets, il n'y a plus besoin de semer, de faire ça ressemble tout seul. C'est un des légumes vraiment à redécouvrir. Plutôt cru, hein, On peut me faire cuire, comme les épinards. Mais cru, c'est comme salade d'abord, ou comme assaisonnement, ou comme pour donner du goût, comme les moutardes, hein. C'est de la moutarde. Donc c'est avec la moutarde noire qu'on fait la moutarde en pot, là. Mais donc c'est tout de cette famille-là.
Et toutes ces familles-là se mangent, tous les moutardes se mangent. Et donc on peut faire sa moutarde soi-même aussi, en mettant de la moutarde noire. Là, c'est les graines qui servent pour faire la moutarde. On met les grains avec du vinaigre, avec du beurre, enfin, c'est tout. Bon, enfin, ça ne vaut pas beaucoup la peine de faire ça parce que c'est pas très cher la moutarde qu'on vend. Sinon, on pourrait faire sa moutarde soi-même. Alors, mais quand on fait ces moutardes, les moutardes chinoises ou japonaises, l'intérêt c'est qu'on a de la moutarde fraîche. C'est-à-dire qu'on met fraîche dans les salades, dans les soupes, dans les badins, et qu'on a on découvre tous des goûts différents comme ça. Et ça c'est intéressant quand même. Et pour la santé aussi, bien sûr. Frais, manger cru, frais. Ouais. Alors la mésophile. Aussi très intéressant. Mésophile, ça veut dire feuille de navet. Donc, mais c'est une variété de navet spéciale qui fait surtout beaucoup de feuillage. Un peu comme la moutarde. Donc ça développe un feuillage formidable. Ça ne gèle pas. Donc la mésophile, feuille de navet, ça ne gèle pas. Et alors ça fait son navet seulement au printemps. À la fin du cycle, si vous le laissez comme ça naturellement, tout à coup elle développe un gros navet au printemps. Mais c'est surtout pour le feuillage. Et c'est pour le feuillage aussi qu'on cultive. C'est très bon à manger aussi, ça a le goût de navet, de feuilles de navet, on feuille, le goût de navet. Voilà. Pour la soupe. Ouais, pour tout, cru aussi, tout, ouais. Ça, c'est... Les recettes, c'est autre chose. Là, on est en retard, je veux dire, pour beaucoup de choses. Souvent, les recettes ne suivent pas, dans tous les légumes dans le machin, comment s'en servir au mieux. Ça, il faudra une fois se pencher. Il y a des gens qui devraient alors, je veux dire, faire les essais et marquer sur un papier les recettes et tout. Du moment qu'ils donnent ici, on va multiplier. Alors, on a les machines, les trucs pour donner les feuilles aux gens, pour multiplier. Là on a un peu de retard dans l'application. C'est comme la consoude et tout. Les gens ne savent pas que la consoude, c'est un des meilleurs légumes au monde. Vraiment. Donc, ils pensent que c'est une mauvaise herbe ou un blanc engrais. C'est vrai, c'est un engrais formidable. Mais comme légume, c'est extraordinaire. Donc, pas seulement... Donc, c'est ce qui... Donc, ça pousse plusieurs fois par an. Sans arrêt, un vrai vivace. Maintenant, il y a des feuilles de nouveau formidables. Donc, des jeunes feuilles. Des jeunes feuilles. Parce que quand c'est grand, ça devient... Bon, des jeunes feuilles. Faire une pâte à crêpes, pâte à beignet, ou un truc qui ressemble à ça, mais qu'on n'est pas beaucoup là-dedans. Et puis, tremper plusieurs feuilles dans les pâtes à beignet pour avoir une bonne épaisseur, 2-3 feuilles comme ça, pour avoir une bonne épaisseur de feuilles de consoude, telles quelles. Et puis les cuire à la poêle, comme on cuit une sole, comme on cuit un poisson. C'est exactement le même goût que la sole. C'est curieux, c'est délicieux. Vous avez là, apparemment, consoude une feuille un peu... Rugueuse. Un peu rugueuse, un peu avec des... ça, on va pas manger ça quand même. Quand c'est fait comme ça, à la poêle, c'est un des meilleurs légumes au monde. Mais il faut... les médecins et tous les nutritionnistes, ils disent qu'il faut faire attention, pas abuser, pas manger trop souvent, parce que tellement c'est riche. C'est très riche en sels minéraux. C'est pour ça que c'est un des meilleurs engrais au monde, mais c'est tellement riche que les gens qui pourraient avoir des difficultés avec les reins, avec tout ça, trop chargés en sels minéraux, mais c'est tout. Sinon, comme légumes, c'est absolument formidable. Donc, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de légumes anciens et tout ça, beaucoup de ces trucs, de ces plantes vivaces, comme l'ortie. Maintenant, l'ortie, il n'y a plus personne qui... presque plus personne. On sait très bien que c'est un légume formidable et pour la santé, pour tout. Et on découvre tous les ans encore plus on dit que c'est... maintenant, avec les analyses, c'est plus riche que n'importe quel fruit, que les oranges, que les bananes, c'est le bordel. Toutes les propriétés de l'ortie, c'est formidable. C'est un anti-mildiou extraordinaire. Quand on met ça au pied des tomates, des consoudes, c'est vraiment anti-mildiou, anti-champignon. Donc on découvre toutes les propriétés maintenant de ça, donc l'ortie. Donc il y a beaucoup de plantes vivaces et beaucoup de légumes qui sont dans le catalogue qu'on ne connaît pas. Mais on ne connaît pas, donc on ne sait pas comment... On dit, c'est pas très bon, mais c'est parce qu'on n'a pas, là. On a oublié, on a perdu les recettes, comment il faut manger, comment il faut l'accommoder, comme les chicorées sauvages italiennes, qui sont amères. Et donc, on ne sait plus comment les manger. On a absolument besoin de manger des légumes amers, pour la santé, pour tout. Mais on est tellement habitué maintenant au goût sucré que tout ce qui est amer, ça paraît immangeable. Donc, il faut refaire aussi son goût, mais aussi l'époque.
si on veut moins d'amertume, ah ben, on laisse quelques gelées, on ne les mange pas, donc c'est un légume qu'on attend. Il faut quelques gelées dessus, et les gelées la rendent beaucoup plus douce. Ça ne veut pas dire que l'amertume a complètement disparu, parce que sinon c'est un non-sens, c'est la propriété même. Manger ces légumes, c'est d'avoir ce goût amer, parce que ce n'est pas seulement le goût amer, hein. Le goût amer implique toutes les propriétés de la plante, tout ce qui suit derrière, hein, tous les modèles. Donc, c'est le moment de semer, le moment de manger, le moment de planter, tout ça, qu'on doit encore, il y a encore beaucoup de boulot avec ça, donc, voilà. Ouais. Oui. Pour la consoude, c'est uniquement sous forme de plantes, pas sous forme de graines. Si, il y a des graines aussi. Hein. Pour multiplier, oui. Ben oui, c'est plus facile pour multiplier les plantes. Hein. Et puis, une fois qu'on en a, ça multiplie, hein, par les fleurs, oui. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, celui qui veut, mais je pense qu'il n'y a plus de graines dans les boîtes. C'est plus la peine de chercher. Donc, mais celui qui veut des plantes, quelquefois, moi, j'en ai au-dessus, parce que ça graine quelque part partout, et je ne peux pas laisser développer partout, parce que j'en ai plus que des consoudes. Hein. Et donc, je donne des racines. Alors, l'année même, quand on a une racine, au printemps, au mars-avril, l'année même, on peut déjà manger la consoude. Hein, voilà. Donc, on était dans les engrais verts. Alors, un autre engrais vert, tout ce qui est engrais vert, enfin, c'est les légumineuses. Donc, les fèves, les petits pois, les haricots sont des engrais en soi. Ils fabriquent des engrais pour eux-mêmes et pour tous les autres légumes qui suivent. Mais, bien sûr, l'hiver, on ne sait pas. Les haricots, hein, ils ont besoin de 20 degrés. En dessous de 20 degrés, ça ne va pas. Mais il y a quand même des légumineuses là qui sont très costauds. Alors, celle qui résiste absolument à tout, à tous les froids, jusqu'à moins 20, c'est la févrole. La févrole, c'est la plus petite des fèves. C'est une fève qui a la grosseur d'un haricot. Et pas d'un orteil de prêcheur, hein. D'un haricot. D'un truc de maïs salé. D'un petit haricot, quoi, d'un haricot à bouffer. Même pas un tarbé, hein. Plus petit que ça. Hein, Et donc j'en ai fait rentrer hier parce qu'il y en avait plus. Et j'ai réussi à en faire rentrer hier. Ils sont à leur place là dans le coach, qu'on dit à Moucon. Hein. Le coach là, c'est la remise. Hein. Enfin, en bon français, la remise, je pense. La remise, bon français, là. Ah, donc ça résiste à tout. Donc c'est ce que mettent les fermiers pour nourrir leurs animaux. Donc, mais c'est un engrais vert formidable et en même temps une nourriture. Donc on peut manger les petits grains, enfin les petites fèves. Hein. Au printemps, bien sûr, hein, quand ils ont passé l'hiver, ça ne gèle pas. Mais il faut les faire, c'est plus dur que les autres fèves. Les autres fèves, on appelle ça des fèves de marée. C'est beaucoup plus tendre. Il faut quand même les tremper. Et cela, il faut tremper un petit peu plus longtemps pour devenir plus digeste. Mais donc, voilà, encore un excellent engrais vert, et en même temps, vous avez des fèves au printemps. L'intérêt, alors, vous avez aussi les autres fèves. Les autres fèves résistent, selon les variétés, entre moins 5 et moins 10. Ceux qui par ici, je veux dire, 9 fois sur 10, ça ne dépasse pas. Hein, on a des hivers doux, mais enfin, je le dis parce qu'il ne faudrait pas être étonné que vous mettez des fèves et tout à coup, on en trappe quelques jours à moins 15 ou bien à moins 20. Ça arrive, hein, par ici, une fois tous les 10 ans, et puis bouffe. Mais sinon, même les autres fèves, les grosses fèves, aussi, c'est maintenant qu'on les met, les fèves des marées. Et donc là, il faut essayer, il y en a des naines, il y en a des ondes. Alors l'intérêt, donc, c'est manger, c'est de l'engrais vert. L'engrais vert à condition de recycler sur place, bien sûr. Pas tirer tout. Donc il faut, au moment où c'est fini, on mange les gousses vertes ou les engrais. Après, quand c'est fini, il faut couper et laisser sur place. Hein, pas l'enterrer, les laisser sur place. Qu'est-ce que je voulais dire? Févrole. Ah oui. Aussi, le grand intérêt, c'est que vous ne devez pas acheter des coccinelles. Maintenant, le commerce, tout ça, coccinelle, 4 lèvres de coccinelle pour 1 euro. Oh, il y en a qui font fortune là-dessus. Hein, bon. Et comme il y a un grand engouement pour le jardinage, il y en a qui se précipitent sur les coccinelles. Mais ce n'est pas garanti. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu. La coccinelle n'a aucune idée de la propriété privée. Aucune idée, hein, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, vous les mettez dans votre jardin, le jour d'après, ils sont dans le jardin du voisin, donc là, vous n'avez pas, donc ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Hein. Je sais pas, c'est des bébêtes d'avant le capitalisme, hein, ils ne savent pas ce que c'est. Là, donc, voilà, donc ils sont libres, ils vont partout comme ça. Voilà, donc, alors, pour avoir les fèves, c'est le meilleur de producteur
pour les coccinelles. Donc, vous mettez... Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le plus tôt possible au printemps, ou bien maintenant avant l'hiver, pour avoir des fèves qui fleurissent au printemps assez tôt et tout ça, parce que ça attire les pucerons noirs. Donc, les pucerons noirs vont venir, les pucerons noirs des fèves. Hein. Les pucerons noirs des fèves, c'est les pucerons noirs des fèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne vont pas ailleurs. Généralement, les pucerons sont tous, pucerons des cerises, pucerons de ça, sont très... Quand il n'y a pas leur plante, ils meurent. Il y a pas, hein, les gens ont peur quelquefois, on va tirer ça, et puis... Ben non. S'il n'y a pas de fèves, il n'y a pas de... Mais c'est... Donc ça attire. C'est ce qui attire le plus les pucerons noirs. Et les pucerons noirs sont la première nourriture des coccinelles. Si les coccinelles voient qu'il y a des pucerons à manger, donc les premiers de l'année, ils se reproduiront d'autant plus et d'autant plus tôt. Mais eux, les coccinelles, eux, sont, comment dire, polyvalentes. Eux mangent tous les pucerons, ils vont pour tout. Donc ils vont être dans votre jardin, mais ils ont aussi des préférences. Hein. Ils mangent d'abord les pucerons verts, puis les pucerons... ils n'aiment pas les pucerons dorés, par exemple. Vraiment, c'est quand il n'y a rien d'autre. Ah ouais, ils ont aussi leur... On commence à connaître maintenant, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. On commence à connaître. Il est temps que les scientifiques se mettent un peu à des choses intelligentes. Je veux dire, voilà. Parce que maintenant, ils passent leur temps à écouter ce que disent leurs multinationales, les engrais, les pesticides et tout. Maintenant, ils commencent, comme par là, scientifiques, ils commencent à faire leur boulot. Je veux dire, faire leur boulot, enfin, hein, pour lesquels... Nous, on les paye avec nos taxes. Hein, maintenant, ils ne sont plus à la sorte de Bayer ou bien de... le Monsanto, on rigole de ça, mais la plupart des universités, en Belgique et tout, Jean Blou, ils payent des... Monsanto et tout donne beaucoup de sous pour la, soi-disant, la recherche et tout, mais la recherche bien orientée. Hein. Et donc, bien sûr. Hein. Et donc, à Lille aussi, il y a de l'Arc et partout, les gens... Hein, Monsanto et tout, hein, on se demande comment ça se fait que les scientifiques... il y en a qui passent toute leur vie... c'est pour ça que je parlais de l'air bain tantôt et de bazin et de laquer. C'est vraiment ça. Ouais. Mais nous, on a payé les études de haut scientifique pendant longtemps et puis après, ils s'occupent de... Bon. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Donc, fèves et fèves. Ensuite, petits pois. C'est aussi une légumineuse. Donc, ils fabriquent de l'azote. Fèves et machin fabriquent de l'azote pour les plantes qui suivent. Les petits pois aussi. Je n'ai pas encore réussi à avoir... Ça existe, et je sais qu'en Suisse, ça existe ailleurs, des vrais petits pois d'hiver, qui résistent jusqu'à moins 15, moins 20. Donc des petits pois qu'on peut mettre avant l'hiver, qu'on est sûr que ça ne gèle pas. Mais je n'arrive pas à trouver le flou d'ici jusqu'à maintenant. Je vais bien une fois trouver. Mais en attendant, on peut essayer avec les petits pois qu'on a. Et les petits pois qu'on a, en général, jusqu'à moins 5 sans problème, mais quelques-uns jusqu'à moins 10. Hein, donc, on peut mettre aussi, donc, pour avoir très tôt, donc ça n'a pas de trucs particuliers, sinon qu'on a très tôt des petits pois à manger au printemps. Le grand ennemi, là de fèves et févroles, ils n'ont pas d'ennemi. À mon avis, non. Mais petits pois, bien. Alors, petits pois, c'est les pigeons. Ah ouais, les pigeons, les ramiers, toute sa famille là qui vole, là, tourterelles et tout ça. Alors là, là, et donc c'est ça l'ennemi. Donc c'est pas c'est rien d'autre. Donc si vous mettez des petits pois et que vous avez beaucoup de tourterelles ou de pigeons ramiers autour, il faut absolument alors couvrir, mais pas couvrir pour protéger. Parce que ça, les petits pois, ils n'aiment pas. Donc c'est plutôt un grillage ou un truc qui empêche les... Voilà. Donc c'est plutôt ça, plutôt qu'un voile de forçage. Hein, ça, ils n'aiment pas du tout, les petits pois. Ils aiment bien le froid. Pas le chaud, ils aiment bien le froid. Donc, voilà. Voilà, engrais verts, donc, épinards, moutarde, mésophile, fèves, févroles, petits pois. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant le meilleur moment, là, qui vient. Là, maintenant, les températures ont baissé, là, et même si ça remonte un petit peu, c'est pas grave. C'est maintenant que les terres sont encore très bonnes. Hein, il y a plu un petit peu. Heureusement, parce que ça a été très sec et tout, et donc, on ne savait pas travailler tellement c'était dur. Hein, on a une année quand même très bizarre. Hein, de la pluie pendant les 6 premiers mois, c'était la pluie de toute l'année, et puis la sécheresse, et puis maintenant, c'était très dur. Hein. Donc, pour les nouveaux jardiniers, je dis pour cette année, ceux qui ont commencé cette année, il ne faut pas se décourager, hein, c'est pas toujours comme ça. Hein. Ça peut être pire, mais enfin, je ne pense pas. Hein. On ne sait jamais, hein, avec le climat, avec tout ce qui se passe maintenant, on ne peut plus plaider rien, mais enfin, normalement,
C'est l'année la plus dure de jardinage. Depuis 45 ans que je fais, j'ai jamais raté autant de choses et dû recommencer autant de fois. Ah ouais, c'est une année vraiment très difficile. Non, mais c'est pas toujours comme ça. Je veux dire, ben non, c'est la première fois que c'est si dur. Bon. Ouais, il y avait les petits pois plutôt les ronds que les ridés Oui. pour le froid. ouais. Mais on peut essayer avec les ridés. J'ai lu pas récemment qu'il y a des ridés que ça va aussi. Mais normalement, c'est les petits pois pas ridés, les ronds, les verts et les jaunes qui sont les mieux résistants au froid. Le plus grand ennemi, c'est pour tout ça, donc c'est pour les petits pois, pour les fèves et tout ça, ça pousse dans tous les terrains. Mais c'est l'excès d'humidité. Donc si on a de l'eau pendant l'hiver qui stagne et qui fait, là il faut cultiver ça sur but ou bien sur billon. Hein, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile sur billon. Alors les gens, quand la terre reste humide trop longtemps et tout ça, au printemps, c'est faire un renouveau, on appelle ça en Picard des beaux d'hiver. Un beau d'hiver, c'est quoi des beaux d'hiver? C'est 1 mètre, 1 mètre 20, faire des billons. Donc la largeur dépend de la longueur du bras du jardinier ou du jardinière. Ben oui, parce qu'il faut arriver avec sa main partout sans devoir passer dessus. Donc c'est 1 mètre, 1 mètre 20, ou 1 mètre 40, ça dépend. Et alors c'est simple, hein. C'est un fer de bêche de largeur et de profondeur, donc c'est 30-40 cm, un fer de bêche. Donc on prend, qu'on fait une tranchée, comme ça, on met cette terre au-dessus, donc ça fait augmenter, c'est pas ça qui va faire augmenter, hein, c'est 1000 cm plus haut, donc de chaque côté, donc voilà, un fer de bêche. Et donc l'eau va descendre, va s'écouler dans le machin. Et donc là, le billon va rester plus sec en haut. Donc l'eau va partir dans les billons. Et donc, ça, les gens qui sont embêtés que c'est trop humide et trop froid, trop longtemps et tout ça, dans les terres marécageuses et tout ça, c'est bon. Les terres formidables. Par ici, c'était des marais. On a cultivé pendant des centaines d'années, je pense, comme ça sur billon, hein, avant que c'est devenu normal, je veux dire, tout ça. Mais c'est le plus simple. On peut aussi faire des petites buttes, par exemple, individuelles, mais c'est beaucoup plus facile de cultiver sur des billons. Hein, pour travailler, pour tout. Sinon, on peut aussi faire des petites buttes, hein, faire de 10-20 cm, hein, tout ça. Gilbert, comme engrais vert, les haricots, il faut, quand c'est les fini... haricots, non, ça c'est trop tard. Non, ceux qu'on a cultivés, il faut les retirer de terre, non. Et on peut les laisser dans la terre. Ouais, il faut laisser dans la terre, et surtout pas les tirer. Surtout pas les retirer. Couper, alors. Que l'azote et tout, autour des racines, reste dans le sol. Ah ouais, hein, sinon, si vous tirez les bactéries et les champignons et l'engrais avec. Ah non, il faut. Ouais, pas tirer, couper. Couper, broyer, laisser sur place, mais pas tirer les racines. Une question un peu plus. Est-ce que c'est pareil avec les courgettes là? Oui. On laisse comme ça ou on doit couper? Parce que moi, Oui, en principe, le bon système, c'est couper tout. C'est ne rien arracher. C'est laisser les racines dans le sol. Ouais. C'est couper et laisser sur place alors les restes. Ouais. Mais il va être presque 11 heures, là, je dois dépêcher. Alors, attendez, on les verre, tout ça. Si vous voulez des choux-fleurs, c'est maintenant qu'on sème les choux-fleurs de Malines. Donc, choux-fleurs de Malines peuvent être semés dehors, ou bien à l'intérieur, en serre froide. Et la culture peut se faire dehors. Donc, on repique après dehors, mais il faut une couverture, là, un voile de forçage. Ou bien alors, ce qui donne des résultats formidables, c'est en serre froide. Donc, repiquer. Vous avez alors au printemps des beaux petits choux-fleurs entre 1 et 3 kilos. Donc, c'est maintenant, les choux-fleurs de Malines. Donc, c'est maintenant que... Pour être en serre, alors. Pour être en serre. On peut semer en serre maintenant, ou bien semer dehors, et on peut faire la culture dehors, ou bien en serre. Ah ouais, mais dehors, si on fait dehors, il faut protéger quand même. Le chou-fleur de Malines. J'ai pas de serre. Alors, un bon truc aussi, hein, ceux qui ne gèlent pas, et qui ressemblent très fort à des petites laitues, et le goût et tout aussi, c'est presque pas amer, hein, légèrement, c'est les chicorées de Trieste. Ça, c'est aussi une découverte depuis quelques années que j'ai faite, en cultivant et tout ça. J'ai un bac tout rempli là-bas de chicorées de Trieste. Donc, c'est le numéro 24092 ou 26015, la Triestina, ou la chicorée de Trieste. Donc, c'est une chicorée, mais c'est celle qui ressemble plus à des petites laitues. Elle gèle absolument pas. Donc, la culture dehors, vraiment dehors, et un peu faire, je veux dire, un peu comme la mâche. Pas trop dru, hein, semer pas trop dru, ça fait sur place des petites... Et on peut aussi, si c'est trop dru, alors aller les repiquer.
avant ou après l'hiver. Mais c'est surtout l'intérêt, c'est que vous avez une laitue, là, mais c'est une chicorée, tout l'hiver et tout ça. Très intéressant. Alors, voilà. Alors, ça, je vais vous montrer, voilà. Alors ça, c'est l'ail des éléphants. Voilà, donc, vous voyez. Alors, l'ail des éléphants, c'est un ail pas comme le nôtre, pas comme l'ail qu'on connaît, très parfumé, très aromatique, légèrement sucré. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, ça fait des têtes comme ça. Donc, à l'intérieur, il y a des cailleux, 4, 5 gros bazar. Il y en avait en vente là tantôt. Et donc, alors, on plante ça maintenant, ça ne sème pas, malheureusement. Les graines dans nos climats ne sont pas fertiles. Donc, on sème ça maintenant, ça résiste à tout, hein. Au chaud, au froid, au tout. La juste peur, c'est l'excès d'humidité, comme tout l'ail, comme l'ail et les oignons. Tout ce qu'ils ont peur, c'est trop d'humidité. Il leur faut de l'humidité, bien sûr, mais trop d'humidité, ça ils ont peur. Alors, ça se met maintenant, donc c'est une plante vivace, ça se met maintenant. Alors, ça pousse, ça fait une tige, vous voyez, la tige, on a coupé, ça fait une tige d'1,50 m, de 2 mètres, avec au bout une grosse boule azurée, avec les semences, mais les semences ne sont pas fertiles. C'est la plante qui attire le plus les bourdons et les abeilles. Donc les abeilles sauvages et tout qui viennent butiner, c'est magnifique. Et la bouboule bleue, là, azurée, c'est une plante d'ornement, vraiment, c'est beau, c'est vraiment magnifique. Et la montaison, donc cette boule, n'influence pas la grosseur des bulbes. Parce que sinon, souvent, quand vous avez des échalotes, des oignons, ordinaires, hein, que ça commence à monter, il faut tout de suite aller pincer, couper, arrêter le... Hein, sinon, ça se vide, vous n'avez pas des beaux bulbes, hein, alors, hein, mais pas là, l'ail des éléphants, pas, ça ne gêne pas. Donc que ça monte en graines, ça fait des graines, ça ne gêne pas pour la grosseur des... Ça vaut la peine, parce que c'est encore quelque chose qu'il faut... On découvre maintenant. Cette semaine, ma femme a fait rôtir, a fait bouillir comme ça. Oh, c'était absolument délicieux. Comme ça, comme légumes, vraiment. Donc il faut encore découvrir aussi à quoi ça sert. Mais bien sûr, ça peut se manger cru dans les salades. Mais c'est pas comme celui qui s'attend à avoir le goût d'ail. Non, hein, c'est parfumé, c'est aromatique, c'est légèrement sucré. Ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est beau, c'est bon. Hein. Pardon? Très bon pour le cœur et la tension. Ah bon, ça? Oui. Ah bon, ça va, ben, tant mieux. Pas trop profond, Non. Jamais mettre rien profond. Hein. Et souvent, il faut mettre un tuteur. Hein, parce que quand ça commence à monter, 1,50 m, 2 mètres, si vous êtes dans un jardin un peu venteux, ça peut casser, donc ça vaut la peine. Un tuteur, ou bien par ail, ou bien alors de chaque côté avec des ficelles pour que ça ne tombe pas. Voilà. Alors, il est arrivé aussi l'ail ordinaire, l'ail qui est arrivé là. Donc c'est un ail absolument à mettre avant Noël. C'est un ail, après ça sèche, ça perd son... J'ai déjà fait plusieurs fois qu'il y en a qui restaient, et puis ça va pas. Donc c'est un ail à mettre à partir de maintenant. Mais avant Noël, donc pas après. Donc c'est un vrai ail d'hiver. Ça vient de l'INRA en France. C'est l'INRA en France qui a fait les sélections pour avoir des grosses têtes d'ail et tout ça, résistantes. Donc ça n'a pas peur du tout du froid, mais de l'humidité. Donc à cultiver sur billon, ou bien alors faire les gens qui n'ont pas un excès d'humidité, ils peuvent faire à plat comme ça. Mais sinon, aussi une petite butte individuelle et mettre au-dessus. Donc, alors là, quand on a fini de planter, on doit le voir. Encore, hein. On doit voir le bout. Hein, donc, et même, l'idéal, ce serait même poser sur le sol, comme ça, léger, mais... Les oiseaux. Ah ouais, ça va pas aller, parce que les mêles, les griffes et les pigeons, ils vont dire... Et vous allez trouver, vous allez trouver ça partout, dans tout, hein, il faudra tout recommencer. Donc on est obligé de le mettre dans la terre, pour qu'ils n'aient pas trop de... Et même comme ça, quelquefois, ils arrivent à tirer, mais voilà. Mais il faut le voir, pas en téléprofond. C'est comme ça que ça doit être. Le bulbe, il doit être... les racines, ils doivent être dans le sol, mais le bulbe, il doit pousser en dehors. La même chose pour les oignons. Donc il y a les petits oignonnés qui sont arrivés aussi. La variété, ça s'appelle Radar. C'est une variété qu'on a depuis quelques années, pas très longtemps. Donc une variété d'oignonniers qu'on met avant l'hiver, et donc pour manger très tôt au printemps et en été. Donc c'est pour manger à partir d'avril, mai, déjà quand il y a un petit peu des petits oignons déjà, parce que ça grossit, avec la tige et tout, on mange tout en verre. Mais si on laisse, il y en a qui ne mangent pas, en juillet, août, ça devient des beaux gros oignons ordinaires. Mais c'est surtout fait pour avoir très tôt des oignons. Alors, l'ail ne pousse pas bien, enfin, jusque maintenant, mais vous pouvez faire vos essais vous-même. L'ail ordinaire, jusque maintenant, en serre froide,
protégé, ça ne va pas. Ça ne va pas bien. C'est beaucoup moins beau que dehors. Celui-là, je ne sais pas. Je vais faire l'expérience cette année, je vais en planter dans la serre froide, hein, parce qu'il y a des choses curieuses. En tout cas, dehors, c'est un vivace, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il est aussi beau à l'intérieur, je ne sais pas. En tout cas, l'autre pas. L'autre ail, il est plus beau dehors qu'à l'intérieur. Alors, les petits oignons qu'on a aussi, là, les radars, ça va bien, aussi bien dehors qu'à l'extérieur, ça va bien. Et toutes les variétés d'oignons donnent de très bons résultats en serre froide, ou bien quand ils sont protégés. Donc, ça, oui. Ça, là. Mais ce n'est pas absolument nécessaire, hein, il n'y a pas besoin. Hein. C'est pour voir si c'est meilleur ou pas, voilà. Ça arrive plus tôt, peut-être, en maturité. Hein? Ça arrive plus tôt s'ils sont en serre. C'est serre. ça, oui. Si en serre, vous avez plutôt, c'est ça. Plutôt que si vous mettez en pleine terre. Mais tout ça dépend aussi du climat. Hein. Ouais. Hein, si on a un beau printemps, on ne sait jamais dire ça. C'est pour ça qu'il faut essayer. Je vais essayer cette année les deux. Mais les petits oignons, en tout cas en serre froide, c'est magnifique. Et les autres oignons, généralement, il n'y a pas de problème. Ah ben voilà, Sylvia qui vient. Alors, qu'est-ce que, pour aujourd'hui, souffleur marine. Donc, on peut aussi, les choux paumés. Donc, choux à couper, choux paumés. Donc, toutes les variétés actives. Dans les choux verts, les choux rouges, les choux de Milan, on peut que semer maintenant. Semer maintenant et repiquer avant ou après l'hiver. Mais c'est mieux de piquer avant l'hiver. Donc, les choux paumés semés maintenant ne gèlent pas. Et vous ne gagnez pas beaucoup. Hein. 1 mois ou 2 mois, quelquefois, pour avoir. Mais l'intéressant, c'est que ça pousse dans une période où il n'y a pas d'ennemis. Aucun ennemi. Donc, vous avez celui qui a des difficultés, là, soit le gros pied, là, les racines, ou bien attaqué par... Là, vous avez, c'est l'intérêt d'avoir... Donc, à semer les choux. À semer. Donc, dans toutes les variétés actives, là, ouais, à semer. Et surtout, une variété, enfin, plusieurs variétés, ils s'appellent, qu'on fait depuis très longtemps, ce qu'on appelle les choux de Savoie, les choux de mai. Donc, ça veut bien dire qu'on les sème maintenant et qu'on peut déjà les récolter au mois de mai. Et donc, il y a une rubrique dans le catalogue, les choux de mai. Mais on peut aussi le faire donc, avec les choux rouges, les choux blancs, les choux verts. Il faut bien garder dans le catalogue les variétés adaptées à semer maintenant, hein, comme maintenant. Je pense que j'ai fait le tour. L'aide-mémoire, celui qui n'a pas l'aide-mémoire, il faut planter l'aide-mémoire là-bas. Mais moi j'ai une question, je reviens sur les oignons là et tout ça. Quand ça monte, il faut couper. Oui. Oignons, échalotes et tout. Alors, c'est le moment aussi les échalotes. Mais moi, je n'ai pas d'échalotes, mais celui qui peut se procurer des échalotes. Donc, il y a 2 trucs pour les échalotes. C'est les mettre en pleine terre, planter en pleine terre, pour avoir très tôt au printemps la grosse verdure. Mais si on veut de la verdure avant, tout l'hiver, on met les échalotes maintenant. J'ai mis dans la serre, moi, les échalotes, là, maintenant. Ils commencent ils sont partis, ils commencent à faire de... comment on fait, on fait de la verdure. Donc, on peut avoir de la verdure d'échalotes tout l'hiver. En faisant à l'intérieur, mettre en godet, et tout ça, vous coupez, et vous allez avoir de la verdure d'échalotes tout l'hiver. Mais on peut les mettre aussi en pleine terre, mais alors vous aurez des échalotes, des grosses échalotes déjà maintenant, c'est mieux de mettre maintenant qu'au printemps, les échalotes. Ben, pour manger en verre, oui. Pas pour faire les grosses échalotes. Pour manger les échalotes bulbes, ça, il vaut mieux au printemps. Mais pour manger en verre, c'est mieux maintenant. Ouais. Et on peut envoyer les échalotes qu'on a récoltées maintenant. Pardon? Et on peut envoyer les échalotes qu'on a récoltées. Ah oui. Gilbert, j'ai encore une question. Dans le temps, dans les fermes, ils utilisaient de la cyanamide. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Ah oui, ça tue tout. Ça tue tous les vers de terre et tout le... Après, ça transforme en azote, mais en attendant, ça diminue la vie du sol et surtout, ça tue tous les insectes et les vers de terre et les bêtes. C'est pour ça que c'était fait, d'ailleurs. Moi, j'avais pensé ça pour mes poros. J'ai un nouveau... Ah non, il ne faut pas. Ok, d'accord, ça va, merci. Voilà. Le cours est terminé? Non. La première partie. Non, ça va. Gilbert a expliqué tout à l'heure, qui était peut-être encore arrivé, que la seconde partie, c'est sur les huiles essentielles. D'accord. Avec Sylvia qui arrive. Bien, Sylvia. On les achète là devant. Il n'y en a pas beaucoup, elles viennent d'Albec, il y en a des centaines de cailloux.
Ah. Voilà, c'est toi. Moi, je m'en vais. Ah, tu t'en vas, toi. Ça fout la place. Alors, il y a une question. Dans mes chapeaux. Gilbert. Ouais, juste une question. Vous avez un syllabus avec votre savoir dedans ou pas? Pardon? Est-ce que vous avez un syllabus avec votre savoir C'est quoi un syllabus? Un syllabus, Mon savoir, il est là-dedans et je donne tout doucement comme ça. Goutte à goutte. Il y a tous les cours. Parce que je donne tout d'un coup comme ça, vous allez plus finir. Hein. Bah non. Donc je peux pas. Hein. Et il y a 3 années de cours là-dessus, si tu veux, les cours de Gilbert. Serre un peu vers moi, c'est Gilbert, voilà. Voilà. Je vous confie à Sylvia. Bonjour J'espère Sylvia. que vous allez être gentil avec elle parce qu'elle est très gentille et donc. Tati Sylvia. Je mords pas, en tout cas. Oui, c'est ça Tati m'étonne Sylvia. pas. Tous les femmes maintenant, ça mord. Oui, c'est Tati Sylvia, c'est bien ça. Voilà, je vais quand même un petit peu. Tu peux enregistrer? Oui, aucun problème. Donc le cours, c'est juste que midi. Mais après, Sylvia va rester un petit peu. Donc s'il y a encore des gens qui ont des questions à demander, après-midi, voilà. Après-midi. Après l'heure de midi. Et j'ai pas chronométré combien de temps j'allais parler, donc je sais pas si je vais y arriver en une heure. Ce sera peut-être une demi-heure. Ça dépendra de vos questions. Hein. Je vais quand même un petit peu me mettre à l'aise d'abord. Ici, il y a des gens très intelligents, ça te va voir. Oui, j'en doute pas un seul instant. Peut-être qu'ils en savent plus que moi d'ailleurs. Voilà. Et si vous ne comprenez pas tout, il y a des nachis à vendre ici, pas que ça donne une intelligence. Voilà. D'abord, bonjour à tous. Donc moi c'est Sylvia. J'ai déjà écrit 2 petits livres sur les huiles essentielles à la fois dans les produits d'entretien et aussi dans les produits de cosmétiques et d'hygiène qui sont à vendre ici d'ailleurs. Mais là, c'est la première fois que je vais parler d'huile essentielle dans le jardinage. C'est à la demande de Gilbert, donc voilà. J'ai essayé de faire pour le mieux. J'ai pas la science infuse, donc j'ai dû chercher pour savoir ce que j'allais vous dire. Et puis j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai regardé sur Internet. Et puis j'ai été effarée par ce que j'y ai vu. Il y a un tas d'erreurs. Donc je ne vous conseille pas de suivre à la lettre ce qui est marqué dans les recettes sur Internet. Tout simplement parce que, par exemple, vous allez trouver qu'il suffirait de mettre des huiles essentielles dans de l'eau et de pulvériser vos plantes pour les soigner. Or, il faut savoir qu'une huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau. Donc, si vous faites ça, vous allez brûler la plante au lieu de la soigner. J'ai aussi lu qu'on pouvait diluer l'huile essentielle dans le vinaigre. C'est vrai pour les produits d'entretien. Mais si on emploie le vinaigre sur une plante, on tue la plante, puisque c'est justement employé pour, par exemple, les herbes indésirables, le vinaigre. Et donc, c'est pas l'idéal non plus. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit. Il faut essayer de réfléchir aussi par soi-même. J'ai bien vu déjà que vous connaissiez le vinaigre, le fait que ce soit pas soluble dans l'eau. Et voilà. Donc, le bicarbonate de soude est un bon moyen aussi pour aider. Ça, c'est clair. Mais il faut savoir qu'une huile essentielle, elle a toujours besoin d'un support. Donc, elle a besoin d'être diluée dans quelque chose d'autre avant d'être employée. L'huile essentielle, c'est quelque chose de formidable qui est connu depuis très très longtemps, mais pas pour le jardinage. Pour le jardinage, ça n'en est encore qu'à des balbutiements. En fait, c'est basé surtout sur la connaissance des plantes compagnons. Donc, des plantes qu'on met à côté d'autres plantes pour les aider. Et donc, c'est en voyant les associations de plantes qu'il y a des botanistes qui ont commencé à se dire que pourquoi pas utiliser les huiles essentielles, puisque ce sont des concentrés très actifs des plantes. Alors, qui dit concentré très actif, dit aussi quelque chose qui pourrait être dangereux à utiliser si on ne le connaît pas bien. Donc, je pense que ce qu'il faut commencer par faire,
c'est de faire un petit peu un tour d'horizon de ce que c'est qu'une huile essentielle, avant d'en venir au jardinage, si vous êtes d'accord, bien entendu. Et donc, je vais vous poser quelques petites questions, et on verra où est-ce que vous en êtes dans vos connaissances. Et il n'y a pas de note à la fin, donc il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là juste pour partager, il n'y a pas de souci. Donc, à votre avis, d'abord, je vais vous demander qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle. Est-ce que c'est quelque chose de gras, puisqu'on dit une huile, ou est-ce que c'est une autre substance, à votre avis? C'est gras, certainement. Eh bien non. Eh bien non, c'est pas du tout quelque chose de gras. C'est l'huile essentielle, c'est un principe volatile. C'est un concentré, c'est un principe actif, très concentré de la plante, qui s'obtient en fait très facilement. En fait, il faut absolument de grandes quantités de plantes et un alambic. Et ça suffit pour faire de l'huile essentielle. Alors, on va récolter, quand on va faire la distillation de la plante, le principe actif de la plante et puis de la vapeur d'eau, qui sera chargée du principe aussi de la plante, mais qui sera moins actif que l'huile essentielle. C'est ce qu'on appelle les hydrolats, ou les eaux de rose, comme on voit parfois dans les commerces. Alors, en général, il faut faire attention à ce qu'on achète, parce que les huiles essentielles, eh bien, elles peuvent aussi être frelatées. Comme c'est un effet de mode, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on en parle, et depuis 5 ans certainement très fort, on en trouve dans un tas de grandes surfaces, par exemple, eh bien, il se peut que ce ne soit pas des huiles essentielles qui soient les dérivés de la plante, mais simplement des substances chimiques qu'on a mélangées. C'est le cas notamment dans les hydrolats et les eaux florales. Donc les hydrolats et les eaux florales, on les emploie essentiellement en cosmétique, c'est pour ça que les femmes les connaissent bien. L'eau de rose, c'est la principale. En général, ce qu'on appelle eau de rose et qu'on trouve dans les grandes surfaces, ça n'est pas de l'eau de rose, ça n'est pas de l'hydrolat. C'est simplement de l'eau qu'on a chargée d'une substance chimique. Et donc, il faut toujours faire attention à ce que vous achetez. Donc, il faut soit acheter dans des pharmacies, mais ça a un certain coût, soit on peut les trouver sur des sites spécialisés, comme les sites Aromazone sur Internet. On peut aussi les trouver dans les magasins diététiques, les magasins bio. Il faut faire attention de ce qui est noté aussi sur les étiquettes. Donc quand on achète une huile essentielle, il faut regarder si elle est certifiée. Il ne faut pas forcément qu'elle soit bio. Pas forcément, ça dépend qu'est-ce qu'on veut en faire. Si c'est pour se soigner, oui, alors moi je dis il faut prendre des huiles essentielles bio. Si c'est pour un produit d'entretien, pour son pouvoir dégraissant, comme l'huile essentielle de citron, eh bien non, ça ne doit pas être absolument du bio. Mais il faut que vous sachiez de où elle vient. Donc sur l'étiquette, il doit toujours avoir la provenance de la plante. Il doit avoir donc le pays, mais il doit avoir aussi quelle est la partie de la plante qui a été utilisée. Parce qu'il faut savoir que suivant la partie de la plante qu'on va utiliser, les propriétés de l'huile essentielle vont être différentes. Donc on peut utiliser plusieurs parties de plantes. On peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les racines, on va pouvoir utiliser l'écorce par exemple, mais tout ça donnera des propriétés différentes. C'est très important par exemple pour se soigner, parce que si on cible une plante pour un soin particulier, suivant la partie de la plante qui aura été utilisée, on n'aura pas la même réaction. Donc tout ça doit être indiqué sur la petite étiquette de l'huile essentielle. Il y en a ici, on en vend ici, donc vous pouvez regarder sur l'étiquette, tout ça est bien noté. Alors il y a aussi une date de péremption sur les huiles essentielles. Il ne faut absolument pas faire attention à cette date de péremption, absolument pas. C'est tout simplement parce que maintenant on ne peut plus vendre quelque chose si on n'indique pas une date de péremption. Mais une huile essentielle ne va pas devenir mauvaise. Elle ne va pas non plus perdre de son actif, que du contraire. Certaines huiles essentielles, en vieillissant, vont renforcer leurs propriétés. Par contre, il est nécessaire de bien les conserver.
Et donc les huiles essentielles doivent absolument être dans des codigouttes. Donc là, il y a chaque fois un petit... Parce qu'il faut les doser dans le petit couvercle. Et donc il ne faut pas par exemple prendre un grand bidon, parce que ça peut se trouver en grand bidon d'huile essentielle, et dire tiens je vais en mettre dans un plus petit et l'employer au fur et à mesure. Il faut essayer de les manipuler le moins possible pour qu'elles ont justement une bonne conservation. On doit les mettre à l'abri de la lumière. C'est pour ça que ce sont souvent des petits flacons ambrés, soit de vert, soit de bleu, soit de brun. En général, ils sont bruns. Et il faut les mettre à l'abri de l'humidité et des grosses chaleurs. Et c'est tout. Et on pourra les conserver très très longtemps. Il ne faut pas les acheter non plus en très grande quantité. Parfois, on pense, tiens, je vais faire des économies, je vais prendre le plus grand pot. Ben non, c'est pas la peine. Si vous avez besoin 10 millilitres ou 5 millilitres, il ne faut pas en acheter 30 ou même 100. Moi, je peux me permettre d'en acheter 100 parce que comme je fais beaucoup d'ateliers, j'ai besoin de beaucoup de quantité. Alors, ça revient moins cher, effectivement. Mais sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que c'est un volatile. Et donc, chaque fois que vous ouvrez le flacon, eh bien, elle s'évapore un peu. Et donc, vous en perdez. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, ça c'était pour la première question. Alors, les huiles essentielles, est-ce qu'il faut les diluer ou pas, à votre avis ? Oui, on peut. Ça dépend. Ça dépend de quel usage. En général, quand on a un doute, on dilue. Et on dilue dans quoi ? Dans une huile végétale. Mais l'huile végétale, ça peut être de l'huile végétale tout venant. Donc ça peut être l'huile que vous avez dans la cuisine, l'huile d'olive. Ça peut être de l'huile d'arachide, ça peut être n'importe quelle huile. On va surtout la diluer si on l'emploie pour se soigner. Donc si on doit la mettre sur la peau. Par exemple, si on s'est blessé, si on s'est coupé, si on s'est brûlé. La brûlure, c'est encore quelque chose de particulier parce que suivant la superficie de la brûlure, on la diluera ou pas. Donc si par exemple je me brûle avec de la vapeur d'eau et que j'ai une petite cloque de rien du tout, je vais mettre de la lavande aspic dessus et ça ira très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'ai brûlé tout le dessus de la main, là, il faut absolument, puisqu'on a une grande surface à soigner, il faudra la diluer dans de l'huile végétale. Alors, la dilution, c'est en général une goutte. Donc, c'est pas difficile à retenir. En général, une goutte. Voilà. Du monde qui arrive. Voilà. On va laisser rentrer les gens qui arrivent. Alors, on a aussi des proportions qu'on peut retenir, je vais dire, dans la tête pour les dilutions, quand c'est pas pour se soigner, mais par exemple, si on les avale. On peut se soigner en prenant des huiles essentielles. Par exemple, si on a des difficultés de digérer, on va prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais là aussi, il va falloir la diluer dans un support. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une cuillère de miel ou un sucre. En fait, on ne va rien faire d'autre que ce qu'on nous faisait dans le temps. Quand on n'était pas bien à l'école, on nous donnait un peu d'alcool de menthe sur un sucre. C'est la même chose. Là, c'est la menthe poivrée qu'on va mettre dans une petite cuillère à café de miel. Le miel est un excellent support pour l'ingestion d'huile essentielle. Maintenant, il faut s'y connaître. Donc, on ne prend pas comme ça une huile essentielle en disant « tiens, je vais me soigner ». Non, il faut s'y connaître un petit peu. Les huiles essentielles sont très actives, mais elles sont dangereuses justement de par leur puissance. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant de façon générale, pour que vous sachiez que même dans le jardinage, vous allez devoir prendre des précautions pour les utiliser. Donc, par exemple, on ne va jamais pulvériser des huiles essentielles ou vaporiser des huiles essentielles sur une plante dans une pièce qui va être fermée. Pourquoi ? Parce que vous allez, les inhaler en travaillant. Ou alors, il faut porter un masque. Mais donc, si vous travaillez même dans une serre, laissez la porte de la serre ouverte. On ne va jamais employer des huiles essentielles devant un chat. Les chats n'ont pas les mêmes enzymes dans le foie que nous. Et donc, ils n'assimilent pas les huiles essentielles. Alors, il y a
des vétérinaires qui commencent à employer les huiles essentielles pour soigner les chevaux, notamment les chevaux. On peut vraiment très bien les aider avec les huiles essentielles, les chiens aussi, mais les chats, c'est plus compliqué à cause de cette enzyme qu'ils n'ont pas dans le foie. Un canari, par exemple. Si le canari est dans une pièce où est-ce que vous vaporisez une plante, il risque de, vous allez le voir, son bec va s'ouvrir et il va chercher à respirer. Il va se ventiler. Donc il ne faut pas faire ça non plus. On ne prend pas des huiles essentielles dans une pièce où est-ce qu'il y a un bébé. Un bébé qui dort respire beaucoup plus vite que nous. Si on regarde un bébé, on le voit, il respire très vite. Le fait qu'il respire très vite, les huiles essentielles pénètrent plus profondément dans ses poumons et donc c'est dangereux. On n'emploie pas en général les huiles essentielles, même pour soigner un enfant, on ne l'emploie pas avant ses 7 ans. Moi, je préfère vous dire 7 ans et être sûr qu'on ne va pas faire de bêtises, plutôt que de vous dire, il y en a qu'on peut employer à 3 ans, c'est vrai, il y en a qu'on peut employer pour les bébés, c'est vrai, mais si je vous dis ça, et que quand vous rentrez à la maison, vous avez oublié laquelle vous pouvez employer, on risque d'avoir des soucis. Donc moi j'ai pris une règle, je dis pas avant 7 ans. Certainement pas non plus si vous êtes enceinte ou si vous désirez être enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont abortives, qui peuvent provoquer des avortements. Et donc il y a des huiles essentielles qu'on ne pourra pas employer dans les 3 premiers mois de grossesse. Il y a des huiles essentielles qu'on ne pourra jamais employer quand on est enceinte. Donc, encore une fois, j'ai pris la règle générale. Une femme enceinte, eh bien, pas d'huile essentielle. Quelque chose qui est moins connu aussi, c'est quelqu'un qui a eu un cancer du sein. Quelqu'un qui a eu un cancer du sein et qui a été soigné par chimiothérapie ne peut pas être en contact avec des huiles essentielles. Ni dans un produit d'entretien, ni dans un produit de cosmétique, et ni pour soigner le jardin. C'est lié au traitement? C'est lié au traitement. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai spécifié et qui est soigné par chimiothérapie. La radiothérapie, ce sera moins vrai. Mais il faut demander de toute façon à ce moment-là, quand on a eu un cancer du sein, et c'est propre au cancer du sein, c'est pas propre aux autres cancers, c'est vraiment le traitement qui agit sur le cancer du sein. Il faut demander conseil au médecin, mais en général, il va vous dire de ne pas en prendre. Voilà. Et ça, c'est très très peu connu. Très très peu connu. Et donc, on pourrait commettre des bêtises tout simplement par méconnaissance. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous poser comme question? Oui, à votre avis, comment est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles? Est-ce qu'on va les... je vous ai déjà dit, on peut les prendre, les ingérer, on peut les mettre sur la peau, et il y a encore une troisième façon, en vaporisation, en inhalation. Et donc là aussi, prudence, puisque je vous dis, on ne le fait pas, par exemple, dans la chambre. Souvent on dit, on va faire, on tousse, on va le faire dans la chambre, on va mettre de l'eucalyptus dans un diffuseur dans la chambre. Si vous le faites, uniquement 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup, 10 minutes. C'est pas beaucoup, mais il y a très peu de gens qui le savent. Alors, souvent on achète des diffuseurs électriques qui coûtent cher, mais c'est pas la peine. Il y a un très bon diffuseur naturel qui est la pomme de pin. La pomme de pin, simplement avec 2 gouttes dessus de l'huile essentielle que vous voulez avoir dans la maison, fera très bien son effet. Et elle, justement, comme elle ne le diffuse pas de façon massive, elle va le faire progressivement, et bien là, il n'y aura pas de danger si vous la mettez, par exemple, dans la chambre. Ou si vous la mettez dans la maison. Il y a des gens qui emploient aussi simplement pour que ça donne une bonne odeur. Et donc, à ce moment-là, si vous employez la pomme de pin, il n'y a pas de souci. Il y a des petits bâtonnets aussi en cèdre qu'on vend dans les magasins spécialisés et que on met simplement, c'est aussi le principe du codi-goutte. On perce avec le bâtonnet le codi-goutte et on laisse diffuser et vous allez voir la petite boule de diffusion, elle devient comme un peu mouillée. Ça, on ne va pas l'employer toute la journée non plus. On va se limiter une demi-heure, 1 heure. Mais de toute façon, jamais dans une pièce où il y a un bébé qui dort, ni même un adulte. Parce que quand on dort, nous aussi, on a notre respiration qui change. Et donc,
l'huile essentielle va pénétrer beaucoup plus fort dans les poumons et donc va agir beaucoup plus, je vais dire de façon beaucoup plus magistrale aussi et pourrait vous faire du tort au lieu de vous aider. Même l'eucalyptus. Donc on le fait 10 minutes et puis on arrête. Et pas la nuit. Pas la nuit. Sauf la Pardon? pomme de pin. Sauf la pomme de pin, parce que là c'est une diffusion très très douce qui va se faire vraiment très très progressivement. Oui? Ah, c'était la même question. D'accord. Alors, je vous ai dit, il faut faire attention aussi au nom des huiles essentielles. On pourrait croire que, par exemple, quand on parle d'huile essentielle de lavande, ça suffit. Ben non, parce qu'il y a 3 sortes d'huile essentielle de lavande. Il y a l'huile essentielle de lavande qu'on appelle fine ou vraie, c'est la plus chère, et c'est celle qui est la plus, je vais dire, la plus utilisée pour les soins. Parce que l'huile essentielle de lavande est une huile essentielle assez universelle. Donc elle rentre dans un tas de traitements quand on se soigne par les huiles essentielles. Et c'est une des huiles essentielles qui donne le moins d'allergies. Parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles peuvent être allergisantes. Et donc, quand on emploie une huile essentielle pour la première fois, on va faire des tests d'allergie. Comment on va le faire? On va le mettre soit une goutte ici, dans le creux du bras, soit sur le poignet. Si ça rougit, c'est pas la peine de l'employer, c'est qu'elle ne vous convient pas. Et quand vous mettez une goutte, vous ne mettez pas à ce moment-là d'huile végétale. C'est simplement pur pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà. En général, l'huile essentielle de lavande ne pose pas de problème. C'est pour ça qu'on la donne aux nouveau-nés. Pour les érythèmes fessiers des nouveau-nés, on peut soigner par l'huile essentielle de lavande. Mais voilà, c'est une huile qui est vraiment très très bonne, mais qui est assez chère. À côté de ça, si on veut employer simplement l'huile essentielle de lavande pour l'odeur que ça donne, eh bien on va en prendre plutôt le lavandin super, qui lui entre dans toutes les recettes de produits d'entretien, puisque là, on ne va rechercher que l'odeur. Donc, par exemple, si on fait son produit de lessive soi-même, on va prendre le lavandin super. Il coûte beaucoup moins cher que la lavande. Et à côté de ça, il y a encore la lavande aspic, qui, elle, peut être un véritable poison, mais peut être aussi un véritable remède. La lavande aspic, c'est celle qu'on va employer pour les brûlures ou pour les piqûres d'insectes. Malgré qu'elle est très forte, on peut l'employer pure. Je vous ai dit tout à l'heure, si on est piqué par un moustique, une goutte sur la piqûre de moustique, ça va soulager très très vite et il ne faut pas la diluer. Vous pouvez l'employer pure. Sur une grande surface, il faudra la diluer dans une huile végétale. Alors, oui, on peut aussi employer certaines huiles essentielles en les diluant dans des huiles végétales qu'on va boire. Il y a des gens qui se soignent comme ça. Par exemple, quand on a des aftes, on pourrait imaginer qu'on prend une huile essentielle et qu'on la mélange avec une huile végétale et qu'on gargarise avec ça. Alors pour les aftes, ce sera le laurier, le laurier noble. Alors l'herpès, oui, ça, tu sais me prendre mon sac qui est dans mon dos, s'il te plaît, parce que là c'est toute une recette. Je veux bien vous la donner, mais je la connais pas par cœur. Ça va très très bien. Oui, c'est un livre, c'est simplement ça. Merci. Je l'ai, ça. Ah ben, vous avez la recette alors dedans. Je vais le chercher tout de suite. L'herpès, comme le cloque de fièvre. Oui, et quand t'es stressé, Oui, c'est avec l'herpès, en fait, c'est un virus. Hein. C'est un virus qui revient, qui dort et qui se réactive. La fièvre, un stress. elle fume, ça y est. Elle voilà. fleurit. C'est ce qu'on appelle en fait le bouton de fièvre. Hein. C'est ça. Hein. C'est 2 gouttes d'huile essentielle de titri diluées dans 2 gouttes d'huile végétale de calendula ou de la calophylle. On en vend ça ici? Je ne sais pas si tu as ici l'huile végétale de calendula ou de calophylle. Non, ça on n'avait pas.
tapas. Voilà. En pharmacie. Oui. Oui. Le titri, il y en a. Ah oui, Il y a du des il y en huiles a. essentielles. Oui. Pas Et il y a de dispersion, quoi. Il y a plusieurs recettes. Hein. La deuxième recette, c'est d'appliquer toutes les 2 heures 2 gouttes d'huile essentielle de niaouli, diluée dans 2 gouttes d'huile végétale de millepertuis ou de calendula. Celle de le millepertuis est très facile à trouver dans les magasins bio et le calendula aussi. Hein. Donc, y a pas de souci. Et ce que vous pouvez faire quand vous allez travailler, c'est faire ce que... Enfin, moi, je fais ça parce que c'est facile. C'est un roll-on. Donc, j'achète des petits roll-on. On trouve ça dans les pharmacies ou dans des magasins comme Aromazone. Et vous préparez votre préparation, vous le mettez dans votre sac, et comme ça, au fur et à mesure de la journée, vous le mettez sur le bouton de fièvre. Et là, à ce moment-là, c'est 1 cuillère à café, c'est toujours l'huile végétale de calendula, 3 gouttes d'huile essentielle de titri, 3 gouttes d'huile essentielle de niaouli. Et vous allez le mettre plusieurs fois par jour. Et ce que je fais, moi, c'est appuyer légèrement sur le bouton de fièvre. D'abord parce que ça soulage, mais en plus, comme ça, le produit pénètre bien, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va arriver... C'est ce que Gilbert vendait à un moment, hein. Oui. Ah oui, ok. J'en ai rapporté si jamais tu en as besoin plus. Oui, on en prend régulièrement. J'ai acheté ça, ouais. Les plus issus. Vous voulez le voir? Oui, non, c'est juste regarder le titre. Les huiles essentielles de base, ben oui, ça je l'ai. Et j'ai l'autre aussi, de papier. Les produits d'entretien, oui. Heureusement que je le sais. C'est facile. Ah oui, voilà. C'est dans mon jusqu'à ce moment-là, j'ai dû Ah. faire avec un cocobéco et du tétri. Ah oui, oui, oui. Le titri est très efficace. Hein. C'est l'antiparasitaire par excellence. Hein. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser les huiles essentielles dans le jardinage? C'est pour leur principe actif, justement. Maintenant, si vous cultivez bio, on n'a pas besoin de pulvériser à tire-larigot non plus. Il y a les oiseaux, il y a les insectes qui sont vos meilleurs alliés, bien entendu. Mais n'empêche qu'on peut employer les huiles essentielles dans le jardinage. Alors, je vous ai dit, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, toutes les recettes que je vais vous donner, eh bien, il y aura un principe de base. C'est qu'en général, pour un pulvérisateur où est-ce que vous allez mettre 1 litre d'eau, vous allez prendre 20 gouttes d'huile essentielle. Alors, ça pourra être 20 gouttes de la même huile essentielle ou une association de différentes huiles essentielles. Et donc, le principe, c'est à retenir 20 gouttes d'huile essentielle qu'on va mélanger à une noisette de savon noir. Le savon noir est lui-même un antiparasitaire et donc il va déjà vous aider de par sa composition, mais il va aider à la dissolution de l'huile essentielle. Ou, si vous n'avez pas de savon noir, le savon de Panama qu'on vend ici ira très bien. Dans ce cas-là, ce sera 1 cuillère à café. Donc vos 20 gouttes, vous les diluez dans le savon ou dans le Panama, et puis vous rajoutez un verre d'eau à moutarde. Et avec une cuillère ou un petit fouet, vous mélangez bien, jusqu'à temps qu'on ne voit plus le savon et l'eau. Hein? Ça voudra dire que tout est bien, vraiment bien diffus, que l'huile essentielle est bien mélangée également. Ça, vous allez l'employer, je vais dire, c'est la petite recette de base qu'on mettrait dans un petit vaporisateur, comme ça, pour faire une plante qui serait envahie de pucerons. Mais à côté de ça, si vous voulez pulvériser vraiment le jardin, il vous faut des plus grandes quantités. À ce moment-là, vous allez préparer ce qu'on appelle un lait d'argile. Alors, le lait d'argile, c'est très facile à faire. C'est 1 cuillère à soupe d'argile, soit de l'argile blanche, soit de l'argile verte. Ce sont les 2 plus courantes et les 2 moins chères. Mais par contre, vous allez devoir faire attention que ce soit de l'argile qu'on appelle ventilée ou surfine. Pourquoi? Pour simplement pas boucher le pommeau de votre arrosoir ou votre pulvérisateur. C'est très fine en fait. Elle est très fine. C'est vraiment comme un talc. Un talc très très fin.
Et donc, c'est ce qu'on appelle un lait d'argile. Donc, c'est 1 litre, 1 cuillère. C'est pas compliqué. On mélange bien. Et puis, on prend la première recette qu'on a faite avec l'huile essentielle et on mélange les deux. On secoue bien dans l'arrosoir ou dans le vaporisateur et c'est prêt. Toutes les recettes sont basées sur ça. Si vous voyez une recette sur Internet qui applique cette méthode-là, vous pouvez vous dire que ce sera quelque chose qui a été bien pensé. Parce qu'il y a le fameux support de dissolution de l'huile essentielle, mais il y a aussi le fait que l'argile va gainer un peu la plante sur laquelle vous allez le pulvériser. Ça veut dire que si vous n'employez que de l'eau, ben c'est de l'eau quoi, donc ça va couler. Ouais. Ça va couler, le principe actif de l'huile essentielle ne va pas être suffisamment en contact avec la plante. Par contre, s'il y a eu de l'argile dans l'eau, à ce moment-là, l'argile va faire que ça va rester plus longtemps sur la plante. Alors on ne va pas pulvériser non plus n'importe quand. On va le faire en été, certainement pas par forte chaleur, mais plutôt au moment où vous allez arroser. Donc, je vais dire tard le soir ou très tôt le matin. C'est une question de bon sens pour un jardinier. Hein. C'est tout quoi. Hein. Voilà. On ne va pas le faire non plus s'il pleut à drache. Parce que ça servirait à rien. Hein, voilà, ça va être lessivé tout de suite. Hein. Et le type d'huile, donc? Alors là, on va rentrer dans les types d'huile maintenant. Je vais vous les lire parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Hein. Voilà. Donc, je disais que par exemple, pour les pucerons des plantes, là, on va employer 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 10 gouttes essentielles de lavande fine ouvrée. Dans ce cas-là, on ne va pas prendre le lavandin, qui est moins cher, mais qui n'aurait pas les mêmes effets. Donc là, c'est bien de la lavande que vous allez employer. Donc, 10 gouttes menthe poivrée, 10 gouttes lavande. Et toujours le même principe de préparation. Pour le mildiou, parce que ça, je me suis dit que ça allait vous intéresser. Alors, pour le mildiou, de façon générale, on parle plutôt de l'origan. Donc là, c'est l'huile essentielle de l'origan, tout seul, avec le même procédé que d'habitude, mais là, ce sera 20 gouttes d'origan. Alors, si c'est le mildiou des tomates, là, on dit plutôt d'employer la sauge. Aussi 20 gouttes. Il y a différents types de sauge, peut-être. C'est la sauge sclarée. C'est la plus sclarée. Mais c'est si on va dans une pharmacie et qu'on dit qu'on veut de l'huile essentielle de sauge, c'est la plus courante, c'est celle-là qu'ils vont vous donner. Et si on fait des purins de sauge? Ça marcherait aussi. D'ailleurs, très souvent, quand on voit la littérature sur les huiles essentielles, ils font référence au purin. Très souvent. Parce que c'est le même principe. Hein. En fait, en faisant votre purin, vous faites un concentré de la plante. Ça macère. Ben oui. Et donc, c'est le même principe. Donc la sauce carrée aussi. Oui. Alors, comme insectifuge, vous pouvez préparer là aussi des petites recettes. Mais là, je vais dire, ce ne sera pas pour tuer l'insecte. Ce sera plutôt pour l'éloigner. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de fourmis à un endroit précis, on va mettre un coton, simplement une boule de coton, imbibée de 2 gouttes. Alors, à ce moment-là, c'est plus du tout la même recette. Je veux dire, c'est pas la peine. Et là, ça va être 2 gouttes. Je dois regarder de quoi. Soit la citronnelle, parce qu'il y en a plusieurs, soit la citronnelle de Java, soit l'ail. Attention que l'huile essentielle d'ail est très irritante pour la peau. Donc là, on conseille, quand on la manipule, de le faire avec des gants. Parce que c'est vraiment très irritant. Et là aussi, mais ça je pourrais rapporter, il y a toute une préparation qu'on peut faire soi-même en laissant macérer 2 grosses têtes d'ail dans de l'eau et qui sert très très bien pour les pucerons et même pour le mildiou, paraît-il. Et donc, ça, j'ai la recette à la maison. Je n'ai pas pensé de le prendre, de l'imprimer, mais si, ça marche très bien. Il y a la lavande et il y a le camphre que vous pouvez employer. Et l'huile essentielle de citronnelle, ça fait éloigner les moustiques?
Aussi, ah oui, oui, elle est connue pour ça. Elle est connue pour ça. Hein. Mais il y a aussi le géranium rosa. Qui est Pour là. les moustiques. Oui, oui, oui. Le tétri aussi est bon. Le titri aussi, mais il va être moins efficace que la citronnelle et que le géranium rosa parce que son odeur est moins forte. Pour le moustique en tout cas. Hein. Mais elle nous indispose, nous. Mais le moustique va l'accepter plus facilement. Et c'est lui hein, qui doit être incommodé par l'odeur, pas nous. Et donc, par exemple, dans une chambre, une pomme de pin avec 2 gouttes de géranium rosa, Ça va marcher. pendant un certain temps. Oui, c'est ça. Plutôt que d'acheter un Alors, diffuseur électrique. Aussi. Non, Ce pomme de ce pin. qu'on peut, Ce ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une goutte sur la tête d'oreiller. Là, c'est pas trop grave, c'est qu'une goutte, quoi. Hein, donc, voilà. Et ça tient pour plusieurs jours. Ah non, 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 vous allez chaque jour, devoir on le recommence. renouveler tous les jours. Mais ça, vous allez le sentir par vous-même aussi, si l'odeur, elle est encore présente ou pas. Alors, ma sœur a essayé quelque chose qui marche très bien et que je fais à la maison. Mon mari est là. Il est parti. Il ne supporte pas du tout l'odeur de la citronnelle. Mais alors, pas du tout. Donc, il veut pas que je mette de la citronnelle. Alors, il y a une façon bien simple d'aider quand même un peu. C'est de mettre 2 gouttes d'huile essentielle de citronnelle dans le bac de rinçage de la machine à laver. Donc, moi, j'emploie comme produit d'assouplissant du vinaigre. Et je mets 2 gouttes dans le vinaigre. Ça fait que les vêtements que vous allez porter, même si nous, on ne le sent pas, c'est dedans. Et donc, les moustiques, normalement, vont moins vous ennuyer. C'est ma sœur qui a essayé ça un jour, et elle dit que elle est plus du tout embêtée. À la maison, moi, j'ose pas en mettre beaucoup, puisque si malheureusement il sent que ça sent la citronnelle, il ne voudra plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui va vous aider, par exemple, si vous allez promener dans la nature. Les vêtements étant imprégnés de l'odeur, bon ben voilà quoi. C'est quand même beaucoup moins nocif que les bracelets qu'on vend maintenant avec du produit, voilà, ou que les produits qu'on se met même sur la peau. Pour les tiques, ça fonctionne. Pour les tiques, ça va marcher aussi la citronnelle. Hein. Oui, 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 oui. Et la lavande aussi pour les tiques. C'est des odeurs qu'elles n'aiment pas. Les moustiques aussi. Oui, la lavande aussi pour les moustiques. Oui, 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 oui. Puisqu'on parle, je vais interrompre 2 Les minutes. mythes, c'est le cèdre. C'est le cèdre. Peut-être Pour les deux- puces, la lavande. Pour les puces, pour les animaux, c'est la lavande. Je vais juste dire un mot à propos des tiques qui sont porteuses de la maladie de Lyme. Oui. Alors, j'ai vu une émission à la télévision où quelqu'un montrait un très très beau jardin qui était rempli de lauriers floral, Oui, laurier thym. le laurier thym qu'on met comme haie parce que ça pousse très vite. Il paraît que c'est un lieu privilégié pour les tiques. Ah, les tiques. Pour les tiques. Laurier Et cerise. donc, C'est le laurier cerise. et donc, on conseille même de les enlever, de les arracher, parce que donc ils sont porteurs de ces parasites qui en atteignant les humains, font de graves dégâts. Et il faut très longtemps avant de savoir que c'est la ça, maladie qu'on a est issue de la tique qui nous a piqué. Donc voilà. C'est très dangereux. Oui. De rien. Et on ne réagit pas tous de la Directement, même ça façon peut être devant la après maladie de Lyme. Oui. Il y a des gens, la tique ne va rien leur faire, et il y en a d'autres qui vont être très malades. Hein. Et parfois 6 mois après. Et 6 mois après, et il faut longtemps avant que le médecin sache Oui, oui. que c'est vraiment de ça. Oui, 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 oui. Malheureusement, oui. La Borrelia, oui. Dans mon village, il y a beaucoup de tiques. C'est une région où elle est vraiment endémique. Et le généraliste du village fait une prise de sang par an. À De tout le monde, ouais. pour être sûr. Ouais, ouais. Ça attaque le foie, hein, la maladie de Lyme, ça attaque très très fort le foie. Oui, oui. Et avec une prise de sang, Donc on vous demandait un repérage, donc des niches où la tique. Ou la tique, oui. c'est ça, 15%. Il y a les périodes dans les Alors, 15% des tiques sont 15%. Oui, tout à fait, des régions. Ah oui. Non, ça j'ignore.
Alors, donc, les huiles essentielles qui seront intéressantes pour votre jardin, ce seront aussi l'ail, le thym, le romarin, la tanésie, hein, qui est connue, l'eucalyptus et la lavande. Ça, ce sont les principales qu'on emploie pour le jardinage. Alors, je vous ai pris quelques petites recettes. Pour les limaces. Pour les limaces, j'en ai une. Oui, 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 oui. Si. Contre les limaces. Voilà. Pour éloigner les limaces, les escargots de vos plantes, vous mettrez 5 gouttes d'huile essentielle de cèdre ou de pin dans une noisette de savon noir ou une cuillère de savon de Panama. Oui, vous allez pardon. trop vite. On va retrouver les recettes sur le blog. Hein. C'est enregistré. Donc... Donc, je dis 5 gouttes dans une noisette d'huile essentielle de cèdre ou de pin. Alors, le pin, c'est le pin sylvestre, parce que là aussi, il y a plusieurs pins. Dans une noisette de savon noir ou une cuillère de savon de Panama, une cuillère à café, 100 ml d'eau, et vous allez vaporiser ça soit sous les pots, hein, puisque parfois on cultive en pot, soit sur la terre autour des plantes que vous voulez protéger. Il paraît que ça marche très bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, et il ne faut pas demander à mon mari non plus, puisqu'il découvre la recette en même temps que vous, puisque voilà, j'ai fait les recherches cette semaine là-dessus. Et vous allez refaire ça toutes les semaines. Ça vaut la peine d'essayer, hein, on risque rien de le faire. Hein. Surtout vu leur prolifération cette année. Hein. Je la relis. Allez. Donc pour éloigner les limaces et escargots de vos plantes, vous allez mettre 5 gouttes d'huile essentielle de cèdre ou de pin dans une noisette de savon noir ou une cuillerée à café de savon de Panama et 100 ml d'eau. Vous allez mélanger, vaporiser sous les pots et sur la terre de vos plantes. C'est à refaire toutes les semaines. Ça Voilà. les éloigne donc? Ça va les éloigner. Oui. Ils vont aller chez le voisin. Elles vont pas, peut-être. Vous lui donnez la recette, ça ira plus loin aussi. Hein, voilà. Non, il paraît que l'odeur va leur déplaire souverainement. Non, ça ne va pas les tuer. Non. Donc ça se reproduit quand même, donc l'année prochaine pour l'amusement. Oui. Voilà. Mais c'est comme pour les fourmis tout à l'heure, hein, où je disais qu'on allait mettre l'huile essentielle de lavande sur un coton-tige, pas un coton-tige, une simple boule de coton. Ça ne va pas les tuer, hein, mais elles vont prendre un autre chemin, parce que ça va leur déplaire, tout simplement. Un morceau de coton, Oui, le titri va marcher aussi. Et là même, le titri, mais là on va les tuer. Si vous savez où est leur nid, mettre directement du titri pur, 2 gouttes, dans l'entrée de leur nid, quoi. Et là, ça va les tuer. Parce qu'en fait, la fourmi en elle-même, c'est pas qu'elle est ennuyante. En elle-même, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, parce que si ça rentre dans une cuisine, une fourmi, ça fait pas propre. Mais dans le jardin, c'est pas grave. Non. Mais le problème, c'est ce qu'elles élèvent. Pour se nourrir, elles vont élever les pucerons. Et donc, c'est les pucerons que vous allez combattre. Et donc, voilà pourquoi on essaye de chasser les fourmis. Sinon, la fourmi en elle-même n'est vraiment pas dérangeante au jardin. Donc, c'est pour ça que j'ai pas imaginé de la tuer, mais plutôt de la faire... Ah oui, oui. Mais la fourmi, elle contribue quand même à la pollinisation aussi. Mais oui, donc c'est pour ça que pour moi, j'ai pas envie de la tuer. Je préfère, s'il faut, l'éloigner du chemin, quoi. Des lieux où on ne veut pas qu'elle se Voilà, par exemple, dans la cuisine, c'est pas bien de l'avoir dans la cuisine, par exemple. Voilà. Alors, l'huile essentielle de clou de girofle pourra s'utiliser, elle, sur vos plantes et fleurs envahies d'insectes, comme aussi le puceron. Là, on va plutôt vaporiser en fin d'après-midi, au moment de l'arrosage. Et là, vous allez devoir le refaire 1 fois par jour pendant toute une semaine pour éradiquer l'insecte qui est sur la plante. Le clou de girofle, vous allez pouvoir aussi l'employer sur le fameux coton pour éloigner
les fourmis. Elles n'aiment pas ça non plus. Le clou de girofle sent très fort. Hein. Et donc, l'huile essentielle de clou de girofle sent très, très fort. Parce que moi qui n'ai pas beaucoup d'odorat, ben, ça sent vraiment très fort, cette huile-là. C'est utilisé pour les maux de dents aussi. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Quand on fait son dentifrice soi-même, on peut écraser un clou de girofle avec un peu de bicarbonate de soude, un tout petit peu de sel et puis de l'argile blanche, parce qu'on ne peut pas, si on employait rien que le bicarbonate de soude et le sel, on abîmerait l'émail des dents, et donc il faut employer de l'argile blanche en plus. Et là, c'est de l'argile blanche, sur fine aussi. Et on a un dentifrice en poudre qui va tenir très très longtemps et qui est naturel. Et le clou de girofle, justement, va faire que la gencive va être assainie. Et que si on a mal aux dents, ben, que la douleur de la dent va disparaître. Sans abîmer pour autant les dents. Voilà. Moi, je prends de l'extrait de pépins de pamplemousse. Oui, oui. Et les jours, je mets 2 gouttes sur mon dentifrice. c'est aussi un conservateur, hein, l'extrait de pépins de pamplemousse, oui. Il est employé en cosmétique. Il est employé en cosmétique comme conservateur naturel. Ah oui, oui. La seule difficulté, c'est la façon de le verser. Hein. C'est très, oui, c'est vraiment très gras et donc c'est concentré très fort et donc il est difficile à employer. Mais voilà, c'est un conservateur très naturel. Préventif des maladies gastro-intestinales. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un nettoyant intestinal. J'ai soigné mon amie qu'elle avait le déchaussement. Le muguet. Elle avait l'albican, voilà. L'albican, ah, je ne sais pas. Ah oui, donc carrément, oui, un champignon dans la bouche. Oui, oui, oui. Mais toi, tu mets comme moi 2 gouttes sur ton dentifrice, avec ta brosse à dents, et puis voilà, tu nettoies bien ta langue. Et tout ça. Et bien, au bout du jour, elle n'avait plus rien. Mais c'est très actif, hein, l'extrait de pépins de pamplemousse, très très actif. Alors, l'huile essentielle de menthe poivrée est efficace contre les pucerons également. Je vous l'ai dit tantôt, hein, on la mélange avec de la lavande, mais on peut aussi l'employer seul. Donc là, c'est une autre recette que je vous donne. C'est 10 gouttes d'huile végétale, donc d'olive par exemple, ou une autre huile, avec 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc là, vous allez avoir quelque chose d'assez gras, puisqu'il y aura l'huile végétale. Vous allez y rajouter 100 ml d'eau. Et là, ce sera à mettre, non pas dans un pulvérisateur, mais dans un simple vaporisateur. Et ce sera plutôt pour des plantes d'intérieur. Une plante qui serait envahie de pucerons, on a ça parfois dans la maison, voilà. C'est fréquent à l'intérieur. C'est fréquent à l'intérieur, oui. Eh ben, ça c'est la recette à l'intérieur, pour les pucerons. Tandis que l'autre recette, c'était plutôt une recette pour des plantes à l'extérieur. Pour les cochenilles, ça fonctionne aussi? Ça fonctionne aussi pour les cochenilles, oui. Et alors, la recette que j'ai après est spécifique aux cochenilles et aux dorifores. Et donc, aussi aux chenillettes éventuellement. Oui, oui. Les toutes petites chenilles qui sont dévoreuses des... sur les choux. Oui. Et pour les choux aussi alors? Oui, pour les choux aussi. Et je vais vous la donner, celle-là. Donc là, c'est de l'huile essentielle de géranium rosa en mélange avec de l'huile essentielle de pamplemousse. Donc, je répète, c'est pour les dorifores, les cochenilles, les pucerons et les toutes petites chenilles. Donc on va mélanger 5 gouttes d'huile essentielle de géranium avec 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, 1 goutte de savon de Panama pour les dissoudre, 10 gouttes d'huile végétale, n'importe laquelle, 100 ml d'eau, ça va? Je ne vais pas trop vite. Si? C'est fait exprès. Non. Je recommence. Donc, on va prendre 5 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, alors 10 gouttes d'huile végétale de votre choix, 100 ml d'eau. Vous allez bien mélanger tout ça avec un fouet
Et là, c'est aussi à mettre dans un vaporisateur pour être au plus près de la plante que vous voulez soigner. Et vous allez devoir le refaire très fréquemment. Ce sera à vous de voir un peu comment la plante réagit. Voilà. Si, il n'y a pas la main. Si, une goutte, si. Ou savon noir? Ou savon noir, hein, oui. Je dis savon de Panama parce que on en vend ici et que on l'a ici, mais ça peut être aussi un tout petit peu de savon noir. Hein. D'autant plus que le savon noir est, lui, je l'ai dit tantôt, antiparasitaire. Et donc, je pense même que la recette avec du savon noir sera encore plus efficace. Mais bon, employons ce qu'on a sous la main, quoi. Hein, voilà. Ben, non, il vaut mieux la forme visqueuse. Donc la forme plus concentrée, voire même la pâte. Hein? Oui. Pour les jardins, c'est souvent la pâte hein, qu'on emploie, des petits pots là. Oui. Quel savon noir? Parce qu'il y a le savon noir des hammams et le savon noir qui a l'huile de lin. Oui. Alors, il y a encore beaucoup plus que ça dans les savons noirs. Celui qu'on emploie dans les hammams, c'est un savon noir qui est déjà enrichi avec des huiles essentielles d'eucalyptus. Hein, ça, c'est pour les gommages de peau et c'est ce qu'on emploie dans les hammams. Alors, le savon noir pur, lui, il n'est pas forcément à l'huile de lin. Il peut être à l'huile d'olive. C'est d'ailleurs le plus courant, c'est celui à l'huile d'olive. Il est plus cher que celui à l'huile de lin. Celui à l'huile de lin est fabriqué à Moucron. Il y en a qui est fabriqué ici à Moucron. C'est la marque Van de Put, pour pas la citer. La seule chose qui m'ennuie dans ce savon noir-là, parce que j'aimerais bien pouvoir dire, eh bien, achetons local, puisqu'il est fait chez nous, c'est qu'ils y rajoutent un parfum. Et j'ai beau discuter avec eux, ils disent que les gens ne vont pas l'acheter si ça sent le savon noir. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle notre enfance aux plus âgés, où est-ce qu'on nettoyait qu'au savon noir. Et le savon noir, c'était l'odeur du propre. Mais c'est plus du tout ça qui est maintenant demandé par les jeunes gens. Et donc le savon noir, eh ben, ça fait penser, c'est un truc de vieux, quoi. Donc ils mettent des parfums dedans. Or, il faut savoir que ce seront des parfums de synthèse qu'ils vont mettre dedans, des produits chimiques. Et que quand on est allergique à quelque chose, c'est souvent au parfum de synthèse ou au colorant. Donc ils ne mettent pas de colorant, mais ils mettent un parfum de synthèse et ils disent que c'est un argument de vente, qu'il n'y a rien à faire, ils ne vendront pas leurs produits sans ça. Alors, si... Il faudrait presque passer un contrat de consommateur avec eux. Oui, parce qu'ils sont très ouverts hein, pour en parler, ils sont très ouverts. Pourquoi ils ne feraient pas les deux à ce compte-là? J'aime bien la même chose, oui. Ben oui. Et ça, c'est une suggestion à leur faire. Ça leur coûterait moins. Tout à fait. Savoir... Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Hein. En tant que consommateur, on pourrait très bien faire une lettre. Hein, pas une pétition, mais une lettre qu'on adresse à la direction hein, de chez Van de Put. Je peux donner les noms de ceux qui s'occupent de ça. Et en leur disant qu'on voudrait pouvoir acheter leurs produits à la condition de ne pas avoir le parfum et que donc ils pourraient très bien faire deux sortes. Sur l'overblog. Au nom des 3 villages. J'avais une petite question. Par exemple, il y a des pigeons, il y a des colombes donc, qui mangent les choux. Si on a pulvérisé le chou avec un des trucs, est-ce qu'on peut faire du tort aux oiseaux? Ça pourrait. On pourrait. Hein. Ça pourrait. Voilà. Ça pourrait. C'est pour ça qu'il faut employer des dilutions très faibles. Oui. Très faibles. Alors, pour justement ne pas indisposer les oiseaux. Oui. Et il n'y a pas que les oiseaux. Hein. Il pourrait avoir un chat qui va se promener contre la plante et qui se frotte et puis après qui se lèche. Hein. C'est pour ça que je disais que quand on fait du bio, on a déjà un tas d'alliés dans le jardin. N'employons les huiles essentielles que si il n'y a pas moyen de faire autrement, quoi. Parce qu'enfin, il y a toute une série d'autres trucs, y compris couvrir les lieux qui sont accessibles aux pompes pour les chenilles, couvrir avec des voiles de fond. Avec des voiles, oui. Des tulles, des vieux rideaux. Des rideaux, bah oui.
Et Je me pose la question, Oui. c'est en réfléchissant, de quand j'entends par exemple le titri, etc., qui est un antimycosique, Oui. est-ce que c'est pas aller à l'encontre des champignons utiles à la vie du Des sol bons, Ça pourrait aussi. des bons champignons. Ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. C'est pour ça que je vous dis, ça n'en est qu'à ses balbutiements. Et je dirais que c'est mieux d'employer quand même les huiles essentielles qu'un pesticide qu'on va acheter. Voilà. Et donc, c'est une alternative aussi. Oui, mais c'est une alternative aussi pour faire réfléchir les gens. Et ceux qui emploieraient du Roundup ou des choses ainsi, eh ben, s'ils se tournent sur quelque chose de moins mauvais, ben, autant les orienter vers des huiles essentielles. Autant faire ça, alors. Mais, j'ai dit, il faut employer à bon escient, en dilution très faible, pour ne pas faire de tort à qui que ce soit qui pourrait être utile dans le jardin. Voilà, voilà. Maintenant, les limaces, je ne sais pas à qui elles sont encore très utiles, quoi. Hein, donc, si on peut les dévier... Aux poules, oui, 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 oui. Oui, mais il y en a tellement que les hérissons, ils n'arrivent pas à suivre, je pense. Hein. Et donc, si Ignace était là, il expliquerait qu'il a, enfin, peut-être il l'a déjà fait, il a fait des pièges avec du son de céréales, il a fait des pièges légèrement recouverts, de manière à ce que les limaces puissent entrer dessous et s'agglutiner sur ces sons de céréales qu'elles aiment bien. Et puis, on va les piquer, on va les attraper, les piéger, quoi. on les donne aux voisins. Et après, on les donne aux poules. Ça a fonctionné? Oui, ça marche. Ou alors on les met dans le purin. Le meilleur étant le son de sel. Donc il faut chercher des moulins où on peut encore en obtenir. Du hou, des branches de hou. Et le hou, ça pique. Ah oui, le hou, ça pique. Je mets ça dans le... Et vous mettez comment? Avec le hou? Mais moi, j'ai beaucoup de hou, j'ai une évier de hou derrière, et alors je coupe du hou et je mets des branches de hou quand je mets mes salades, je mets tout le long de mes salades. Et ça empêche, même les oiseaux, les tourterelles, elles ne vont pas Oui, parce que ça pique. manger, et c'est piquant pour Oui. tout ce qui c'est est pas con. C'est escargot vrai, et c'est tout vrai, ça. oui. Même, moi, je dois faire attention parce que je me pique parfois quand je mets le jus. Mais même elles sèchent et c'est vraiment piquant. Ah quoi. oui, oui, oui. Et c'est très efficace, je trouve. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai fait, puisqu'on parle du piquant. C'est breveté, hein. J'ai fini. Des questions? Oui. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis contente en tout cas que j'ai respecté l'horaire sans le savoir. Pour la clope du péché, vous n'avez rien? Ah si. Ça fait partie des champignons, ça, non? Oui, tout à fait. Voilà. Il faut mélanger 30 gouttes d'huile essentielle de sarriette, plus une cuillère à soupe de savon noir, plus une cuillère à soupe d'huile végétale. Diluer ce mélange avec 1 litre d'eau qui doit être tiède. Elle doit être tiède, c'est important. C'est important. Et il faut vaporiser votre arbre 1 à 2 fois au printemps en fin de journée. Printemps. Oui. Je dois répéter? Oui. Donc, mélangez 30 gouttes d'huile essentielle de sarriette, 1 cuillère à soupe de savon noir, 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Diluez ce mélange avec 1 litre d'eau tiède, et ils avaient beaucoup insisté sur le fait que ce soit de l'eau tiède, et il faut vaporiser l'arbre 1 à 2 fois au printemps en fin de journée. Et pour l'oïdium? Non, ça... Mais là, je dirais, c'est un champignon, hein, et donc, à mon avis, c'est le titri qui va fonctionner. On pourrait mettre le vaporiser Oui. S'il vous plaît? Le lait, on peut retirer surtout. Ah oui. Le lait, il peut remplacer l'argile. Il peut remplacer l'argile, le lait d'argile, hein, oui. Non, ah oui, je veux dire du lait. Du lait normal, Du lait de vache. pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Oui, parce que ça adhère. Ça adhère, ben oui. Ça doit adhérer. Mais sinon, le fait qu'on fasse un lait d'argile, l'argile c'est aussi un soin pour la terre, hein, donc voilà quoi. Hein. Des algues marines.
pourquoi pas aussi. À la place de l'argile. Oui, oui. Mais, Parfois, c'est pas assez fin. Peut-être que c'est pas assez fin. parce qu'en fait, il ne faut pas que vous bouchez votre pommeau, hein, c'est ça le problème. Hein. Oui. Oui. C'est pour ça qu'ils insistent que ça doit être une argile fine. Et donc j'ai peur que les algues marines, ça bouche. Oui. Et aussi, oui, pour les oiseaux. Vous en vendez des huiles essentielles? Non. Non. Moi, à part les petits livres que j'écris, je ne vends rien. Et encore, mes livres, c'est au prix coûtant, donc... Oui, moi, c'est de là que j'achète tout. Merci. Oui, oui, énormément. C'est quel site? Vous pouvez leur faire confiance. À quel site? Aromazone. Donc ça s'écrit AROMA-zone. Z-O-N-E. C'est un site français. Et quand on achète, je crois que c'est pour 59 € ou quelque chose comme ça, il n'y a plus de frais de port, même pour la Belgique. Et ils vont très vite pour livrer. Merci.